On arrive au stade, donc c'est 2 jours, il fait beau, il y a du soleil et tout le long, je vois des maillots brésiliens. Et là, les gens, ils dansent le samba et tout d'un coup, tu vas voir le terrain. Et là, tu arrives, t'entends le bruit et tu regardes. Là, et c'est la couleur, tu sais que là, il y a Pelé et il y a tous les grands qui sont là. Et c'est une ville qui en 70 a été pour le Brésil. Donc on est chez eux. Et puis tu ouvres la porte des vestiaires, à 2 mètres, t'as le vestiaire brésilien. Et au même moment, moi qui suis un gamin, et qui joue pas les titres régulièrement, les titres de champion de France, les Coupes d'Europe, tu vois Zico, tu vois Socrates. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des légendes consacré à l'un des héros du mondial 1986. Mon cher Guillaume, ce joueur était mon idole, sa coupe à la brosse, son bracelet de force, mi-tennisman, mi-maître de l'univers, ses coups de tête rageurs qui faisaient frémir les filets des défenses de Division 1, ce sont des souvenirs que tous les fans de foot ont encore en mémoire. Il a joué entre autres à Sochaux, Toulouse, Bordeaux, Mulhouse, compte 33 sélections en équipe de France pour 11 buts. Il a été élu dans le 11 des meilleurs joueurs du mondial 86. C'est Yannick Stopira, bien sûr, le petit prince du stadium. Bienvenue ici pour ce podcast. On est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une discussion avec toi comme à la maison. Voilà, on est entre amis, on discute et on revient avec passion, mais aussi nostalgie sur les moments de ta carrière. Alors, si tu as un petit feu de cheminée allumé, ça serait parfait parce que c'est véritablement l'ambiance qu'on veut mettre dans cette discussion avec toi aujourd'hui. Non, mais moi, c'est avec grand plaisir parce que je reviens et comme je suis un grand sentimental, donc il y a des moments très agréables à échanger avec vous, notamment. Parfait, merci Yannick. Alors, on va commencer par le commencement. Tu as une ascendance glorieuse. Et est-ce que tu étais destiné à devenir footballeur ? Destiné, c'est un grand mot, mais j'ai grandi complètement dans ce milieu. Mon père, ma mère m'ont dit que j'ai marché à l'âge de 6 mois. La première chose que je faisais, c'était de taper dans les trophées que mon père gagnait, puisque mon père était footballeur professionnel. Donc oui, à 6 mois, 7 mois, j'avais déjà vu que j'allais taper avec le pied dans n'importe quel objet. Ensuite, par ma famille, puisque on est quand même quatre à avoir porté le maillot de l'équipe de France A. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de familles qui ont ça. J'ai mon arrière-grand-mère aussi qui a été importante, puisque c'est la présidente fondatrice du Football Club de Lorient. Et le maillot tango, orange et noir, a été créé lors d'un repas de famille. Oui, j'ai grandi dans ce milieu. Maintenant, ce qui a été peut-être le détonateur, mon père pro, j'ai voulu un petit peu dépasser le maître, dépasser mon père, et ça a toujours été mon objectif. Donc c'était ton moteur. Est-ce que lui, ton père, te mettait la pression ou est-ce que c'était le père cool, bon voilà, si tu as envie de faire du foot, c'est très bien, mais il y a d'autres voies? Alors mon père, il y a eu à un moment donné un reportage. On a parlé un petit peu de mon passé et j'ai raconté à une chaîne que mon père un jour était venu me voir lors de ma première sélection à 19 ans et tout d'un coup j'ai vu cette image. Ils ont montré l'image au même moment que je parlais et j'ai eu une grande émotion. Mon père fait partie d'une génération où on ne disait pas je t'aime, on disait pas c'est bien. C'était des gens qui poussaient, c'était les valeurs du travail et c'est vrai que je me suis servi de ça aussi dans ma pédagogie d'éducateur pour dire aussi aux jeunes c'est bien, continue, tout en disant les choses à corriger. Il était quel genre de papa autour du terrain? Il était déjà autour du terrain? Comment ça se passait? Alors mon père était entraîneur, était notamment dans mon club d'origine où j'ai eu le bonheur
On vient de me donner le nom du stade au club de Redon. Ils l'ont appelé Yannick Stopira. Donc, pour mon père, qui était entraîneur là-bas, c'était quelque chose de fort. Et mon père m'emmenait à l'entraînement, bien sûr, et moi, j'étais ravi. Mais j'ai peut-être vite vu par rapport aux autres que moi, je faisais moins bien que les autres. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, c'était pour mon bien. Donc, mon père, à l'âge de 15 ans, j'avais 7-8 clubs qui tournaient autour pour que je rejoigne quand j'étais dans le club amateur de Redon en Bretagne. Il y a 8 clubs, donc on a choisi Sochaux parce que mon père a joué à Sochaux avec mon oncle et ça a été un très très bon choix pour moi. Donc à partir de l'âge de 15 ans, on s'est quittés. Lui il suivait et puis à l'époque il n'y avait pas les téléphones, les téléphones portables. On s'appelait une fois par semaine et c'est tout. Ah, à 15 ans, tu rentres au centre de formation de Sochaux. C'est quoi ton premier sentiment quand justement là tu quittes quand même la Bretagne pour une autre région, pour une autre ville, et comment tu te sens et comment tu appréhendes cette nouvelle vie au centre de formation de Sochaux? Alors, j'arrive pratiquement dans une période. Alors, tous les événements de ma vie ont été bien sûr importants pour déclencher des choses. Moi, j'arrive dans un centre de formation. Il y a 3 ans avant, il y en avait pas. C'était la 3e année d'existence de ce club, avec un centre de formation. Dedans, il y a des joueurs d'exception. Il y a Bernard Gengini, Joël Batz, Albert Rust, voilà, et Jackie Bonnevé, Jean-Luc Ruti, tout ça. Et on partage des moments. Moi, j'ai 15 ans, je suis blessé. Je reste pratiquement pendant 6-9 mois avec une croissance. Je m'en sors pas. Et puis, à la fin de l'année, on me dit qu'on va pas me garder. Je suis réuni, on me réunit dans un bureau, on me dit voilà, t'as pas le niveau, tu vas partir dans un club à Besançon. Bon, très bien, c'est très dur parce que moi je suis à 1000 km de chez moi. J'ai les week-ends quand les gens rentraient chez eux, moi je restais tranquillement dans une famille d'accueil, c'était compliqué. Et puis j'ai eu cette chance, un moment le destin, il y a un joueur démissionne, un joueur amateur, il manque un joueur. Et puis une personne au club dit mais il faut gardez-le. 2 mois après, elle commence à jouer en 3e division et là ça va à une vitesse de folie. En 3 matchs, je marque je crois 5-6 buts en 3e division à l'époque. Meilleur buteur français, je fais des apparitions un petit peu non pas encore avec les pros. Et puis un jour il manque un joueur à l'entraînement des pros. Il y avait Roland Courbis qui jouait, tout ça qui à l'époque était pro. On dit tu peux pas nous envoyer un joueur, on fait une opposition et il me manque un joueur pour les pros. Il me dit j'ai le jeune de 15 ans et demi, c'est moyen. Mais tu vas voir. J'arrive et là je vous dis ce que j'ai vécu. Je l'ai pas souvent dit. J'arrive au vestiaire, donc était à 500 mètres, était carrément dans l'usine Peugeot, puisque le stade Bonal est placé en plein milieu. Je frappe plusieurs fois et puis ils sont surpris qu'on frappe. Et je rentre avec mon sac. Ils voient moi je faisais 13-14 ans. Je dis je viens m'entraîner avec vous. Alors ils ont dit qu'est-ce que c'est je dis je mets où mes affaires? Et il y en a il y a toujours quelqu'un d'intelligent qui m'a dit mets-le là dans les douches. Vous savez la blague qu'ils ont fait? Ils ont tiré les douches. Ouais. Et j'avais mes affaires et je vais vous dire ce que ça a déclenché. C'est qu'en fait toutes mes affaires ont été mouillées, mais j'avais la haine. Dans ma tête, j'avais la haine, mais j'étais tellement respectueux de ces gens qui ne me respectaient pas, qui eux avaient 30 ans, 33 ans, qui rigolaient. J'ai dit ok, mais vous allez souffrir comme jamais vous avez souffert. Et puis j'ai posé mes affaires et j'ai fait l'entraînement.
À la fin de l'entraînement, je suis rentré au centre. L'entraîneur des pros a appelé l'entraîneur du centre et dit mais qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ouais, je suis désolé, j'avais rien d'autre. Mais il dit mais t'es fou quoi. Moi je le veux lui parce que il a couru partout. Alors j'ai loupé plein de trucs, mais j'ai été d'une méchanceté sautée. En plus j'avais cette qualité et ce défaut. Je crois que j'étais méchant et ça m'a déclenché une agressivité. Et puis voilà, j'ai démarré à 16 ans à l'époque en pro. Ça a été très très vite, oui. Et est-ce que tu avais besoin de te faire peur, puisque justement tu parlais juste avant que tu allais être envoyé chez les amateurs et que par hasard, coïncidence ou destin, tu as finalement été rappelé. Est-ce que ça t'a motivé? Tu t'es dit, oh là là, ma carrière a failli se terminer. Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment poussé pour faire plus, de la même manière que ce bizutage un peu forcé et de mauvais goût, t'avais mis la haine pour montrer aux pros que t'avais le niveau? Ou est-ce que tu penses que ça a vraiment eu un impact sur ta carrière? Je pense que ce qui a déclenché ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, je suis allé sur le terrain, mais j'étais très énervé. Et en fait, je serais arrivé dans un contexte beaucoup plus détendu, j'aurais pas osé. Et je pense que là, j'ai compris, parce que, en fait, dans mes qualités de footballeur, je suis pas, je peux pas dire que j'étais le meilleur techniquement. Par contre, j'ai toujours fait partie des joueurs qui allaient très vite, qui sautaient haut. Et donc, j'ai amené cette agressivité. Et donc, j'ai très vite compris que les pros n'aimaient pas trop courir. Et alors, moi, je les ai fait courir. J'ai joué avec mon athlète. Et j'avais cette faculté de pouvoir très vite analyser. À 15 ans, 16 ans, je regardais par exemple le gardien de but. Est-ce qu'il est gaucher, il est droitier? Est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand? Pendant qu'il s'échauffait, moi aussi je m'échauffais. Et je regardais ses défauts. Voilà, donc très vite j'ai analysé les pros. Et puis, alors je dis pas que ça a été facile, mais oui, ça a été beaucoup plus vite grâce certainement au bizutage, oui. À ce moment-là, t'as la passion du foot, t'es un vrai passionné de foot, ou est-ce que c'est plutôt une passion familiale, ou même est-ce que c'est déjà un métier? C'est une passion, mais de dingue. À l'école, tu parlais tout à l'heure en fait, quand j'avais 9, je me faisais engueuler en rentrant, j'avais un 11 pour avoir 10. J'avais 8, j'avais 12. Quoi, ce qui m'intéressait, moi, c'était le foot. Et pendant les courses, j'avais compris, par exemple, que les profs, chaque fois que je levais le doigt, ils me disaient, Yannick, c'est bon, assieds-toi, on sait que tu sais. Et je ne savais pas. Donc, elle me laissait tranquille pendant 20 minutes. Et pendant les 20 minutes, je faisais la composition d'équipe pour la récréation, pour faire les matchs. Alors, je regardais un copain, je lui dis, tu peux jouer le gardien? Il me disait, pendant le cours, il me dit, ouais, c'est bon, je joue le gardien, voilà. Donc, le foot a été une passion. Dès que je pouvais, je courais, dès que j'avais, parce que à notre époque, on n'avait pas les jeux vidéo, on allait dehors, et ça aussi, ça a été prépondérant. Est-ce que tu étais déjà connu dans la cour de récré ou dans l'école comme la future petite star? Alors, oui, pourquoi? Parce que déjà fils de pro, ça donne, c'est bête à dire, mais dans une petite ville, oui, c'est déjà. Mais surtout, avant de partir à Sochaux, quand je suis à Redon, je suis en équipe de France. Il y avait à 14 ans, il y avait une sélection. Je me suis retrouvé à Wembley, remplaçant, j'ai pas joué. J'étais sur le banc et on perd 6-0 dans un match contre les Anglais. On perd 6-0 avec des jeunes de 14 ans. Donc après on va au Pays de Galles, on joue le Pays de Galles. Donc déjà oui, je suis international, international. On peut pas parler d'international à cet âge, mais oui, porte le maillot avec le coq. Et bien sûr que tout le monde sait qui je suis, oui. Et donc tu es à Sochaux, tu tapes dans l'œil de l'entraîneur.
et tu ne tardes pas ensuite à taper à la porte de l'équipe première. J'aimerais surtout qu'on parle de cette entrée fracassante, de ce match contre Bordeaux, où tu rentres en cours de jeu, en milieu de deuxième mi-temps, et tu claques un triplé en 24 minutes. Alors, c'est fou parce que je me rappelle l'échauffement. En fait, je suis remplaçant. On perd, je crois, 1-0. Et l'entraîneur me dit à 15-20 minutes de la fin, il me dit rentre. Et là, je fais un hat-trick, je marque 3 buts consécutifs à Bordeaux. Et là, ça déclenche le souhait des Girondins d'essayer de m'avoir pendant plusieurs fois. Mais ce qui est terrible, c'est que je me rappelle l'échauffement que je fais avec, je crois que c'était Joël Batz, qui vient vers moi, mais dit Yannick, applique-toi. J'arrivais pas à cadrer. Je tirais à côté, je sais pas ce qui m'arrivait, quoi. Et puis, il m'a dit Yannick, applique-toi, moi je joue après et tout. Et puis, voilà. Il y a ce coup de pouce aussi, ouais, c'est important. Est-ce que c'est pas ton premier match en première division non. Quand même? Non. Le premier match est à Nîmes. À Nîmes, c'était une saison qui était un peu difficile. Il fallait qu'on se sauve. Est-ce que à ce moment-là, tu as un plan de carrière? Parce que t'as été en équipe de France scolaire, donc tu connais tu connais un peu les frissons des rencontres internationales, le frisson de porter le maillot. Tu as donc, comme tu l'as dit, ton ascendance familiale, donc tu baignes dans le milieu. Et à cette époque-là, quand Yannick, tu as 18 ans, tu viens de mettre 3 buts en première division. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu dis bon bah voilà, je vais tout casser, dans 6 mois je suis en équipe de France et je vais ou est-ce que tu es patient? Est-ce que tu gardes la tête froide? En fait, pour parler de tête froide aussi, d'avoir la grosse tête, c'est qu'en fait, souvent, c'est le regard des autres qui change sur soi. Il suffit que je mettais un pull rouge. On aurait dit, t'as vu, il est en équipe de France, il met un pull rouge. Il suffisait que je mette des claquettes. On aurait dit, regarde, il a le melon et il porte des claquettes. C'est le regard des autres qui change, en fait. Toi, tu changes pas. Mais effectivement, je me suis toujours posé la question d'une chose. Michel Platini, avec qui j'ai joué, Zidane, avec qui j'ai joué. D'ailleurs, on est quatre joueurs dans le monde à avoir joué avec les deux. Donc, je fais partie des 4. Et je me suis toujours dit, pour t'imposer chez les pros, si tu es trop respectueux, tu peux pas devenir quand même Mbappé le meilleur joueur du monde. Alors, je demandais pas à être le meilleur joueur du monde, c'est pas ça. Et si tu veux être meilleur face à des gens sur un terrain qui t'intimident, avec un public autour, il faut pas avoir d'ego. Il faut avoir un ego surdimensionné par rapport à quelqu'un. Voilà. Mon père avait une sélection, je voulais 2 sélections. Mon père a été pro, je serai pro. Une fois que j'ai été pro à 16 ans, je me dis c'est pas très dur. Donc voilà, j'ai toujours mis la barre. Et le jour où j'ai pu mis cette barre, tout doucement, je suis revenu à un niveau inférieur. Ah, c'est intéressant. Donc en fait, c'est quelque part ton père qui était le curseur en fait. Et toi, tu voulais un peu le surpasser. Et quand c'était fait. Une anecdote qui est fantastique. Mon père était beaucoup plus doué que je l'étais. Techniquement, il allait vite comme moi, il sautait haut, il allait. Je sais qu'on lui a reproché un jour, peut-être son manque d'ambition. Et moi, j'ai entendu ça pendant toute mon enfance. Quand ton père, il était doué, et s'il avait voulu, il aurait pu être le meilleur buteur et tout. Et un jour, on m'a raconté une anecdote que dans son club, il a un penalty. Le stade dit stoppira pour qu'il aille tirer. Et ses collègues lui disent va tirer. Il n'a pas tiré. Il aurait pu être le meilleur buteur du championnat. France-Brésil, le penalty, j'y vais parce que mon père n'a pas été 30 ans avant. Donc dans ta tête, à ce moment-là, après 120 minutes de jeu, parce que tu as joué l'intégralité du match, tu as la lucidité de te rappeler et de te dire bon bah faut que je montre faut que je change le cours de l'histoire familiale. Alors, en fait oui, c'est très raccourci parce que
quand Henri Michel, il vient te dire à Yannick, tu tires le penalty, pour être qualifié pour une demi-finale de Coupe du Monde, t'es télévisé et t'as plus de Brésiliens dans la tribune que de Français. T'es un des plus jeunes de l'équipe. Tu te dis, faut pas trop réfléchir, quoi. Moi, quand j'ai réfléchi, j'ai dit oui tout de suite pour mon père. Et j'y suis allé. Et quand j'ai marché, après, j'ai eu une autre logique. T'as switché sur autre chose. Oui, aussitôt j'ai pensé à autre chose et c'est pour ça que je l'ai marqué. Tu as pensé à quoi, si on peut te demander? En fait, je me connais. Je suis quelqu'un de très émotif. Je vis avec mes émotions. Je peux pleurer, je peux rire, je peux m'énerver. Mais après, une fois que j'ai fait tout ça, donc je suis conscient de ces émotions. Et comme je suis quelqu'un d'émotif, je me dis, Yannick, c'est compliqué. Quand tu vas tirer, si tu veux placer, il faut appuyer fort ton ballon. Donc je me suis dit, je suis émotif, je vais frapper très fort. Pourquoi? Parce que si le gardien il la touche, il pourra la rentrer. Si tu la places comme font Neymar et compagnie, il regarde le gardien, il met un petit ballon, c'est pas pour moi. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, si tu frappes fort, il faut faire attention à ta course. Petit pas, tu frappes en plein milieu, mais attention, si tu frappes, tu mets ton corps en arrière, le ballon va aller à la tribune et tout. Donc tout ça, j'ai analysé et ça s'est fait super bien, quoi. Et tout ça dans l'espace de 10-15 secondes quand même. C'est assez fascinant pour nous qui sommes bien sûr des amateurs. C'est fascinant. Mon père est en Bretagne. Quand il me voit tirer, et il dit non, Yannick, va pas tirer, va pas tirer. Et oui, j'ai le sentiment parce qu'on me l'a dit encore, hein. On me l'a répété, mais j'ai le sentiment vraiment que je l'entends. J'ai dit, mais je vais y aller pour toi, pour nous. Voilà. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Et alors, est-ce que ton père te donne des conseils à ce moment-là, ou est-ce que toi, dans ta tête, tu l'as dépassé et t'as plus de conseils à recevoir? Non, maintenant il est parti, il est plus là. J'ai pas été un bon fils là-dessus, c'est-à-dire que je l'écoutais pas. Au contraire, il me disait quelque chose, je faisais presque l'opposé. C'est peut-être mon côté rebelle. Attention, je suis très respectueux, j'ai jamais manqué de respect. Mais au fond de moi-même, quand il me disait fais ça, je disais oui, t'inquiète, je vais faire, et je faisais pas. Et peut-être dans le choix de mes clubs, le choix où je suis allé, c'est plus des choix personnels. Et mon père, si ça avait été mon agent, certainement j'aurais fait une autre carrière, certainement plus forte, oui. Alors, puisqu'on parle des agents, tout ça, donc tu viens de mettre 3 buts à Sochaux, qui est un club familial, au management un peu paternaliste. Peugeot est encore très impliqué. Tu parlais de l'usine tout à l'heure. Est-ce que à ce moment-là, tu as un agent? Donc, je rappelle, tu as 18 ans. Et est-ce que le lendemain matin, ton téléphone sonne à tout rompre et tu es du coup, alors tu dis le regard clairement a dû changer, mais est-ce que du jour au lendemain, tu découvres des nouveaux amis qui veulent chacun avoir accès à la future star du football français? Oh, le futur star, je me suis jamais considéré comme ça, mais oui, on est toujours star. Il y a toujours en dessous, il y a toujours des gens en dessous qui sont bons, mais il y a pas d'argent. À cette époque-là, il y a pas d'argent. Pourquoi? Parce que il y a pas d'arrêt Bosman. Alors, l'arrêt Bosman a tout déclenché. Pour signer un contrat pro, il faut avoir fait presque une centaine de matchs en Ligue 1. Moi, je crois même pendant 2-3 ans, quand je mets les 3 buts, je sais même pas si je suis pro. Je crois que je suis stagiaire encore. Et je gagne rien. Tu gagnes rien. Je gagnais certainement plus que mon père, mais je gagne certainement moins qu'aujourd'hui. Voilà. Et il n'y avait pas d'agent. Et puis, moi, j'ai jamais. En fait, mon choix de carrière, il est quoi? Mon père m'a toujours reproché qu'il ne comprend pas mes décisions. Je vais à Rennes parce que Bordeaux veut que j'aille à Bordeaux. Au dernier moment, ils font re-signer Bernard Lacombe. Je suis
club. Il me reste 1 an et je me suis engagé avec Sochaux pour partir. Et Rennes qui était chez moi, j'avais besoin d'avoir un peu plus d'amitié, un peu plus de chaleur humaine. Je me dis je vais retourner à Rennes et ça se passe pas bien. Voilà, j'ai fait des choix. J'ai voulu jouer avec Luis Fernandez, Bruno Bellone à Cannes. J'y suis allé, mais l'argent, j'ai pas négocié. Il y avait pas d'agent. Donc t'as jamais fonctionné avec un agent au final? Non. J'ai du mal encore aujourd'hui dans mon métier à travailler avec eux parce que c'est pas du tout mon éducation. Donc Rennes, erreur de casting, ça se passe pas bien, et donc tu loupes. Alors sachant que tu es quand même appelé en équipe de France à 19 ans, ta première sélection contre la Grèce, tu marques le 5e but lors de ta première sélection, vraiment un très beau but d'ailleurs, un vrai but de renard. Est-ce que tu pourrais nous raconter quels sont, si tu te souviens, quand tu entends que tu es sélectionné, quelles sont tes sensations? Ta première sélection, quelles sont les odeurs, les images, de quoi tu te rappelles? En fait, c'est une logique parce que je parle ouvertement. Pour moi, c'est une logique. Je suis dans toutes les équipes nationales. Mmh. C'est-à-dire que je suis dans toutes les équipes nationales. J'ai fait les 16, les 17, les 18. J'ai fait les espoirs, j'ai fait les B, j'ai fait les militaires, j'ai tout fait. Donc, à un moment donné, c'est sûr que si je veux pas en moi, il y a un problème. C'est que moi, j'ai loupé quelque chose. J'ai pas été à la hauteur. Et je pense que c'est les résultats du club, en fait, qui ont... Pourquoi? Parce que l'année où je joue avec Sochaux, on joue Nîmes, le premier match, la première sélection. On joue un match aussi, le deuxième, je crois. On joue contre Laval. Mais on est hyper mal classé. Nous, on est champion de France 3e division cette année-là. Moi, je suis le meilleur buteur. Derrière Cohen, un buteur de Nice. Qu'est-ce que j'ai pu regarder le journal France Football, enfin la revue, le magazine, tous les mardis, pour voir les buteurs. Je disais, Cohen, il a encore marqué. Et lui, il a dû finir le championnat avec 24 buts. Moi, j'ai fini le championnat avec 22 buts. Mais j'ai fait 4 mois avec les pros. Donc, j'ai pas pu, les 2 buts qui me manquaient, j'aurais pu essayer d'en marquer plus. Et cette année-là, on est champion. On joue contre Laval et on monte. On est 9 joueurs du centre de formation. On gagne, je crois, 4-0 ou 4-1. Contre Laval. On sauve le club de la relégation. L'année d'après, on finit second ou 3e et on fait la Coupe d'Europe contre demi-finale contre Alkmaar. Alkmaar AZ 67, 76. Je crois. On se retrouve en demi-finale de Coupe d'Europe avec une équipe de gamins. Voilà. Et donc ces 2 saisons ont été m'ont ouvert la porte, a ouvert la porte pour l'équipe de France. Et comment t'apprends justement ta sélection? Ouais, celle-là, j'ai pas tellement de souvenirs. Par contre, celle du Mexique, oui, je l'ai. La première, comme je dis, il n'y avait pas les télévisions au centre de formation, on regardait pas trop parce que déjà on était 15, il y avait une télé, c'était compliqué. J'ai dû l'apprendre certainement par un coup de téléphone de ma famille qui m'a appelé pour me dire Yannick, ça y est, t'es dans les 16. C'était un moment fort. Surtout qu'il y avait des très bons joueurs. Il y a un joueur, José Touré, on était concurrents. C'était un joueur fabuleux. Voilà. Donc, tu te souviens pas trop de cette première section, mais est-ce que tu te souviens, en tout cas pas de l'annonce, mais tu te souviens quand tu rentres, est-ce que tu as, puisque tu as l'air d'être quand même quelqu'un de très introspectif, de très en phase avec ses émotions, est-ce que tu te souviens de ce qui te passe par la tête quand alors je sais pas, en 80, ça doit être Hidalgo, j'imagine. Qu'est-ce qui te dit, voilà, Yannick, tu vas rentrer là. Tu dis ça y est, c'est ma première section. En fait, ma peur, c'est pas le terrain.
Ma peur, c'est pas le terrain, c'est de me retrouver face à Marius Trésor, à Max Bossis, à Michel Platini. Mais je leur dis quoi? Je dis vous, je dis monsieur, je dis tu, mais je sais pas. Moi, j'ai 19 ans. Eux, ils ont déjà fait c'est un des meilleurs joueurs européens, Michel, etc. Marius Trésor, c'était un monstre, voilà, depuis longtemps, je suivais. Mais bon, maintenant, je travaille avec lui, donc je suis un homme heureux. Mais cette peur que j'avais à table, mais c'est pas sur le terrain que j'avais peur. Par contre, je me rappelle que Michel Hidalgo m'avait dit, Yannick, tu vas jouer en deuxième mi-temps. Michel, quand il a le ballon, même à 35 mètres, même à 40 mètres, fais l'appel de balle. Et tu vas voir, j'ai fait un ou deux appels, je dis, il peut pas me la mettre. Et il me l'a mis là où il fallait. Alors, ces conseils, c'était très facile. Ouais. Et après, une fois que t'as le ballon, t'as pas intérêt à le perdre parce que tu joues avec des monstres ou toi, d'habitude, tu joues avec un centre d'information, avec des jeunes, etc. Donc, il y a de la bienveillance. Là, il y avait moins de bienveillance. Là, il y a moins de bienveillance, mais c'est surtout, il faut être efficace parce que sinon, le coup d'après, on l'aura plus le ballon. Et justement, tu parles de ces monstres Trésor, Bossis, Platini. Donc, on est en 80. La France est toujours vierge de palmarès. Comment est-ce que tu résous ce respect? Est-ce qu'il y a un d'entre eux qui dit, écoute, Yannick, maintenant tu fais partie des 16, ça va, t'as le niveau, t'inquiète pas? Ou est-ce que c'est toi qui te force un peu à être un peu moins, alors je dirais pas irrespectueux, mais à te dire, bon voilà, j'ai le niveau, je suis pas un imposteur, j'ai parfaitement ma place ici. Alors, très simplement, pour parler juste des bilans, des titres, qu'est-ce qu'on nous apprend quand on est jeune, à l'époque? Le baron de Coubertin, il te dit quoi? Le principal, c'est de participer. Ben oui, on participe. Ok. On parle de fair play. Ben oui, on est fair play. Mais les Anglais, les Italiens, les Espagnols, tu sais, quand ils sont fair play, c'est quand ils gagnent. Et quand ils perdent, ils sont pas fair play. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre. La gagne, c'est quoi? C'est l'envie d'être meilleur, c'est de se dépasser. Oui, mais donc je pense que cette génération, grâce à des Platini, parce qu'en fait Michel est parti à l'étranger et grâce à lui, on a vu qu'un Français, il faisait pas que participer, il était capable de gagner des ballons d'or, il était capable de gagner des titres avec la Juve, et ça c'était important. Et quand on voyait, on est grâce à cette philosophie, à cette gagne. En plus, les joueurs, mais de l'époque, mais c'était hyper bien organisé. Il y avait, que ça soit Michel Hidalgo ou Henri Michel, il y avait un boss. C'était Michel Platini. Il avait des sous-lieutenants qui étaient aussi des boss, mais on les respectait comme tels. C'était les Alain Giresse, c'était les Max Bossis, c'est Marius Trésor, etc. Donc tout ça était bien huilé. Et après sur le terrain, tout allait bien parce que tout le monde allait dans le bon sens. Après, moi je partais du principe que je revenais à mes tout débuts. Moi ils m'ont trempé ces jours-là, ils m'ont trempé mes affaires sous la douche quand j'ai démarré. Donc pourquoi je vais les respecter sur le terrain? Moi, je joue ma place. Par contre, s'il faut, le nombre de fois que j'ai rencontré des anciens joueurs, ils m'ont dit, t'as vu mon nez? J'ai dit, ouais, Pascal Despero. Il m'a dit, t'as vu mon nez? J'ai dit, ouais, il y a un angle droit. Il m'a dit, c'est toi qui me l'as pété à l'entraînement. Ah bon? Il y en a un autre qui me dit, tu as vu mon arcade? J'ai dit oui, premier entraînement avec les pros, tu m'as pété l'arcade. Excuse-moi. Si tu veux, moi, à l'entraînement, j'étais méchant. Mais justement, on a l'impression qu'en dehors du terrain, t'es quelqu'un de respectueux, de normal. Et en revanche, t'es complètement transfiguré quand tu vas sur le terrain. Est-ce que c'est vrai ou on se trompe en pensant ça? C'est vrai parce qu'en plus,
Moi, tu me parlais à l'époque, je rougissais, j'étais rouge. Mon premier interview, c'est catastrophique. J'ai fait des fautes, j'ai inventé des mots. Je bégayais, je savais pas. Le prof, il m'interrogeait à l'école, tout le monde rigolait parce que je bégayais, j'avais peur. Et puis un jour, je me suis vu, il y avait, je sais pas, 200 personnes en face qui étaient qui étaient devant moi. Et je repensais à ce moment-là et je me dis, tout peut arriver, quoi. Est-ce que t'étais un peu comme un acteur au final quand tu revêtais ton maillot, c'était un peu un costume. Oui. J'étais un autre, ouais. Alors question, le bracelet de force qui m'a fasciné quand j'étais gamin. Non, c'est pas un bracelet de force. Hein. Enfin, ce bracelet de tennisman, pardon. Pendant le mondial. Pendant le mondial, ouais, ça venait d'où ça moi, je trouvais que c'était la classe absolue. Tout le monde l'avait. Et en fait, très simplement, il faisait tellement chaud, c'est qu'en fait, c'était du coton qui était doublé. Enfin, un peu de laine, du coton. Et il mettait des glaçons dedans. De façon que le corps, il est toujours, qu'il soit un peu, c'était des deux côtés. On avait des glaçons qui fondaient, il y avait de l'eau qui coulait un peu sur le corps, enfin, tu vois, pour rafraîchir. Et à chaque fois que tu passais près du banc, tu prenais 2 glaçons, et on les remettait, et voilà. Et ça faisait classe, ouais. Et tu as pas continué à le porter après sur les pelouses enfin, il me semblait que moi dans ma tête, Yannick Stopira, il était jamais sans son bracelet en mousse. J'ai pas longtemps, mais par contre, j'avais une chose qui était différente, personne ne comprenait. C'est mes chaussures, la façon que je les laçais. En fait, les gens faisaient le tour du coup de pied, et ils faisaient le lacet. Et moi, le problème, ça me serrait le côté extérieur du pied, ça me serrait. Donc, qu'est-ce que j'avais trouvé une combine, c'est qu'en fait, je faisais juste un nœud simple, je tirais et je faisais monter au niveau des chaussettes. Ah, d'accord. Et là, je faisais un nœud, voilà. Et les gens étaient surpris, mais c'était un problème de gêne par rapport aux chaussures. Alors justement, on dit les footballeurs assez superstitieux. Donc Michel pensait que ce bandeau de force c'était un truc un peu superstitieux. Est-ce que toi tu avais quelque chose de superstitieux? Est-ce que tu faisais toujours la même chose ou c'était vraiment quelque chose où tu avais aucune superstition? C'est vrai que je suis superstitieux maintenant. Non, je savais que tous les 3 matchs, si je marquais pas, j'allais marquer. Voilà. Je m'étais analysé. Le 3e match, j'étais sûr de marquer. Donc déjà, ça allait. Mais ça, c'était plus une statistique. Voilà. Non, j'ai pas eu. Moi, j'ai vu des joueurs, effectivement, mettre du gros sel dans les buts avant pour qu'ils marquent des buts. Moi, non. Alors, la statistique est d'ailleurs parfaitement exacte en équipe de France. 11 buts, 33 matchs, c'est exactement ça. Alors, le gros sel, alors, quelqu'un peut m'expliquer parce que je ne connais pas la signification c'est censé faire quoi? Je pense que c'était certainement pour permettre le ballon de rentrée, si quelqu'un avait mis je sais pas moi, un genre de mur invisible contre le mauvais sort. Bon. Ouais, c'est pour conjurer. Tu jettes du sel derrière toi pour conjurer le mauvais sort. Donc voilà, c'était pour conjurer le mauvais sort. Ça, la personne allait dans le but, mais c'était pas pour moi. Hein. Je sais qu'au Mexique, par exemple, moi je me suis retrouvé à un moment donné, mais je sais même pas comment je me suis retrouvé 22e. Si, je sais, grâce à José Touré, parce que le pauvre. Il méritait d'aller au mondial, il était blessé, il a pas pu y aller. Si à 21, j'y vais pas. Mais j'ai lu quelque chose. J'étais tombé sur quelqu'un qui s'appelle Murphy, Joseph Murphy, qui avait écrit quelque chose, notamment sur les pensées positives. Je l'ai fait et ça a marché. Voilà, je l'ai fait et c'est pas de la superstition, c'est simplement
visualiser des choses, entendre les acclamations, d'entendre tout ça, imaginer le but défiler de Tremblay, enfin tout ça, oui, je l'ai fait et ça marche. Alors justement, raconte-nous, s'il te plaît, quand tu es appelé, alors tu commences les éliminatoires, donc tu rates le train de l'Euro 84, oui. Tu commences quand même les éliminatoires, Henri Michel est le nouveau sélectionneur, tu marques 3 buts lors des 3 premiers matchs des éliminatoires, ensuite toute l'équipe a un petit peu un coup de mou, et finalement l'équipe se qualifie, mais toi à ce moment-là, malgré tes états de service et quand même tes bons résultats à Toulouse, tu n'étais pas certain, dans ta tête, tu n'es pas certain de faire partie des 22. Non. Ben, écoute, jamais 203, hein, il faut savoir qu'en 82, j'ai fait le stage en altitude en hiver avec la famille pour l'Espagne. Bon, je suis pas pris. Je suis dans la liste, on m'envoie, Michel Hidalgo m'envoie une lettre en me demandant d'aller... de jouer, de faire le tournoi de Toulon. Et s'il y a un blessé, je serai appelé, mais dans ces cas-là, il n'y a jamais de blessé. 84, je fais le stage en altitude. À croire que l'hiver, ça me réussit pas. J'y vais pas, je suis pas dans le groupe des 20. Donc, une fois de plus, je reste à quai. Et quand il y a la liste des 22 pour le Mexique, je suis à l'AS Nancy-Lorraine, je suis dans le bus. Je suis dans l'enceinte du club. On va jouer avec Toulouse. Et là, on a 3 présélectionnés. Il y a Jean-François Domergue, Philippe Bergerot et moi. Et on entend la liste des 22 va être donnée à la radio. Et on reste dans le bus. Et il donne les 3 gardiens de but. Philippe Bergerot pris dans les 3. Tout le monde applaudit, tout le monde est content. Il donne la liste des défenseurs. Domergue n'est pas pris. Et là, si tu veux, il n'y a pas un bruit, parce que c'est un coéquipier qui est pas pris. Il donne les milieux, et moi, mon nom, c'est S. C'est à la fin, quoi. Derrière moi, il y a Xuereb. Et il donne les attaquants. Je suis le 21e, Stopira, Xuereb. Voilà. Et là, je me dis, ça y est, j'y suis. Alors, est-ce que tu as été applaudi quand même? Ou alors... Oui. Et là, franchement... Et là, tu pleures ou pas? J'aurais pu escalader le bus, j'aurais pu faire n'importe quoi. Le match, après, je me rappelle même plus du match que j'ai fait. On était tellement contents. Enfin, moi, j'étais tellement heureux. Voilà. Mais après, ça a été une autre histoire parce que la gagner la place, ça n'a pas été si simple. Alors donc tu fais partie des 22 et là bon est-ce que tu pleures, est-ce que c'est du soulagement, est-ce que c'est bon là j'ai l'impression que c'est surtout de la joie. Ouais, tu sais, la première chose, oui, ça a été beaucoup de joie, mais je l'ai caché en fait. Tu peux pas exploser dans le bus alors que ton copain Jean-François Domergue, qui est à 2 places de toi, qui n'ira pas au mondial, alors qu'il a été champion d'Europe avec l'équipe de France. Si tu veux, moi, ma joie, elle est à moitié, elle est gâchée un petit peu. Elle est intérieure, parce que vis-à-vis de lui, je peux pas me permettre. La France est championne d'Europe 84, donc à domicile. On a Platini qui est triple ballon d'or. Et est-ce que l'équipe de France se dit, bon, bah, on va y aller pour la gagner, celle-là? Ou est-ce qu'on a toujours, comme tu disais toi-même, cet esprit de Coubertin, il faut qu'on participe, on y va pour être fair play et pour produire du beau jeu? Ben là, encore, là, je vais ressortir une phrase comme Coubertin. On fait 2 erreurs. 2 erreurs. Bon, déjà, attention, physiquement, on est cuit. On est cuit, pourquoi? Parce que les Allemands, ils nous attendent. Eux, ils ont 1 ou 2 jours. Nous, on a fait les prolongations. Et les 2 erreurs, ce sont celles-ci. La première, c'est de dire, on joue les Allemands. L'histoire peut pas se reproduire. Voilà. Première erreur. Mais si, ça s'est reproduit. On s'est fait avoir. Une deuxième fois, ils nous ont attendus et ils l'ont mérité. Et la deuxième, on dit, France-Brésil, c'est la finale avant la lettre. Ouais, quart de finale.
Et qu'est-ce que tu dis après pour les demi-finales? Si le match d'avant, c'est la finale avant la lettre. Tu vois, je pense que ce sont des détails, parce que sur le terrain, je pense qu'on était meilleur. Et cette année-là, je pense qu'on doit la gagner. Je crois que Michel était blessé au talon, Gigi aussi n'était pas bien. Sinon, tout le reste, il n'y avait pas de point faible. Moi, personne ne sait d'où je viens. Tout le monde est surpris. Donc devant, ça tournait. Tout allait bien quand on était. En plus, on pratiquait un beau jeu. Il y avait une bonne ambiance, tout ça. Dans ta tête, cette Coupe du Monde, il fallait l'objectif, c'était de la gagner. C'était vraiment le discours que tenait Henri Michel au groupe, ou c'était on verra, on prend les matchs. Non, je pense pas qu'il parlait comme ça. Je pense qu'il y a une dynamique interne. Il y a une dynamique interne qui s'est au fur et à mesure. Il y avait des gens qui arrivaient à maturité. Ils étaient à la 3e Coupe du Monde. L'Argentine, l'Espagne, voilà, il y avait une défense. Vraiment, c'était un effectif de rêve. Quand tu vois que des garçons comme Manuel Amoros, William Ayash ou Cusso ne jouaient pas, il y en avait 2 qui jouaient. T'avais Max Bossis, Battiston, etc. Qui jouaient dans l'axe. Non, c'était vraiment une équipe vraiment qui méritait mieux. Et enfin voilà. Et je pense que ça s'est fait tout doucement. Et je me rappelle 1 ou 2 fois, Henri donnait la tactique et Michel intervenait en plus après quand on a joué l'Italie, parce que ça a été un match, on a joué quand même les champions du monde en titre. Ça, c'est un souvenir inoubliable aussi. Quand tu vois les Italiens, la façon que le match, il y a rien, il y a pas eu photo entre nous et eux. Et donc Michel avait pris ça, il a organisé, il a motivé ses troupes et tout. On était sûr de passer. Alors justement, j'ai revu le match France-Italie, donc la France gagne 2-0. Je crois que tu marques le premier but. Oui. L'Italie se fait effectivement concasser sur ce match-là. La France aurait pu le gagner 5-0. Et donc toi, tu commences la Coupe du Monde, t'es pas vraiment titulaire. Il me semble. Jean-Pierre Papin qui sort un peu de nulle part aussi. Hein. Je crois qu'il joue en Belgique à l'époque. C'est pas encore le Jean-Pierre Papin des papinades de l'OM. Il signe en juillet à Marseille. Voilà. Et donc, je sais, le premier match contre le Canada, alors qu'on pensait vraiment que la France allait le gagner les doigts dans le nez, c'est une victoire difficile 1-0. Papin qui marque le but. Deuxième match contre l'URSS, qui vient de gagner 6-0 contre la Hongrie. Ouais. Et là, il me semble que, alors je sais plus si tu rentres en cours de match ou si tu commences comme titulaire. L'histoire, je crois qu'elle commence même bien avant. Déjà, elle commence, je suis dans les tribunes, hein, tous les matchs amicaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on parlait des coiffeurs. Les coiffeurs, ça vient de chez nous, hein. C'est à cette époque. C'est venu de là. Pourquoi? Parce qu'on faisait venir un coiffeur. Il y a eu un reportage d'ailleurs où il y avait des coiffeurs qui venaient chez nous. Moi, je suis dans la tribune, je joue pas. Et un jour, je vois un journaliste, je crois que c'est Patrick Boudreau de la Dépêche du Midi, qui me dit, parce que faut savoir que tous les jours, l'attaché de presse passait dans les chambres. Il frappait, il disait: Michel, t'as la Gazzetta dello Sport, t'as l'équipe, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Moi, ma pote, jamais. Ah si, j'avais le local, j'avais le Sud-Ouest. Jamais personne me demandait. Et je vois Patrick Boudreau, j'ai dit: Patrick, écoute-moi bien. S'il y en a un, ou non, c'est même Christian Rayac. S'il y en a un qui se plante, je prends la place, il la revoit. Et dans ma tête, c'est sûr. J'étais programmé comme ça. Et avec mon bouquin, le soir, je me voyais, voilà. Et donc, je suis remplaçant contre le Canada. Je joue même pas les matchs amicaux au départ. Hein. Je suis remplaçant. J'ai joué, pour reposer un peu l'équipe, j'ai joué le dernier match juste avant. Je suis remplaçant contre le Canada. Jean-Pierre a beaucoup d'occasions contre le Canada. Et il me dit: Yannick, rentre. J'ai un 5 sur moi, je la remets, je crois, du pied ou de la tête à Jean-Pierre, et Jean-Pierre marque, et on gagne.
Et là, le coup d'après, il m'a mis titulaire. Et la place, eh ben, ils l'ont plus revue. Mmh. Il y a une chose aussi qui s'est passée. Il y a un journaliste qui m'a posé une question. Il m'a dit, ça m'a vexé, ça a déclenché une deuxième crise interne. Il me dit, Yannick, qu'est-ce que ça te fait quand Michel Platini dit qu'il préfère jouer avec Jean-Pierre Papin? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça quand le bon Dieu dit ça? Oui. Et puis j'ai vu pendant le mondial, j'ai aussi alors je sais pas si c'est un défaut, mais il faut que j'aille le dire à Michel. Je peux pas garder le truc. Tu crèves l'abcès. Michel, je peux te voir. Le journaliste m'a dit ça. Qui c'est qui t'a dit ça? Et tout. Mais c'est pas vrai et tout. Il t'a allé le voir et tu veux nous foutre la merde et tout. Et moi, je me suis dit, ok, ben vous allez voir. Ça aussi, peut-être ça qu'a déclenché aussi, je sais pas. J'ai besoin d'être martyrisé. Ouais, t'as besoin d'être. C'est vrai qu'on revient toujours c'est un peu cette troisième, je dirais la troisième anecdote où à chaque fois t'as besoin d'être mis en danger pour que tu produises le meilleur de toi-même, j'ai l'impression. Ou en danger ou une question de fierté, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on titille ta fierté et d'un seul coup ça déclenche un peu une révolte, quoi, quelque part. Ouais, parce que en fait, humblement, je vais dire. Quand je vois les joueurs qu'il y a aujourd'hui, mais je vois Mbappé. Moi, j'étais un joueur qui allait vite, que je sautais haut, etc. Mais je suis à des années-lumière de ce genre de joueur. Donc, il y a aussi cette conscience à un moment donné de dire je suis limité à certains points. Voilà. Pourquoi? Parce que ni plus ni moins, c'est que nous, quand on avait 13, 14, 15 ans, on n'a pas travaillé comme les jeunes ont travaillé aujourd'hui. Il y a une évolution, une révolution. Et donc, quelle est l'ambiance dans l'équipe de France, justement, après, juste avant l'Italie? Non, je pense que là, qu'on avait bien travaillé. On sentait qu'on montait en puissance, parce que contre l'Italie, quand on a joué après, il y avait une grosse différence athlétique entre eux et nous. Il n'y a pas eu de souci. Voilà, et le coup de fatigue, c'est surtout après le Brésil. Justement, et sur le Brésil, est-ce que tu te souviens de ton match? Parce qu'à un moment, d'ailleurs, je me souviens de ton. Ok. Parce que à un moment, tu sembles presque assommé sur une action de jeu, et je me demandais si si t'avais été vraiment un peu assommé par un fait de jeu, si t'étais effectivement sonné quelques minutes ou en fait en réalité pas du tout parce que c'était un choc. J'ai dit à Michel, quand même, toi qui dis que je t'ai jamais fait marquer un but au Brésil, je t'ai fait marquer. Il me dit non, tu t'es sacrifié pour la France. Il a sorti d'une manière humoristique un peu, donc non. Mais là, là, je sais que je vais faire faute. Je sais que j'ai pas le ballon. Je sais que j'ai cette insouciance et peut-être c'est ce qu'il fallait faire parce que je ne savais pas que Michel était derrière. Je ne savais pas. Mais simplement, j'ai voulu montrer la supériorité, physique avec le gardien, lui dire que j'avais pas peur. J'ai voulu, voilà. Tant mieux. Ouais. Il fait le tour du stade. Il vient même pas me voir alors que je suis... Moi, je me souviens de cette scène où effectivement tout le monde est content. Il y a juste un malheureux qui est à terre, qui semble pas tout à fait vivace et qui est pas du tout aidé par ses camarades. Ouais, non, du tout. Alors donc ce match, c'est ça. On en a parlé, tout le monde en a parlé. Ça reste un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Une attaque à tout va dans un stade coloré qui fait du bruit, qui s'arrête pas de chanter, de danser. Tous les joueurs presque qui en ont parlé, en parlant toujours avec des trémolos dans la voix. Quels sont toi les premiers souvenirs qui te viennent à l'esprit? Alors à part le penalty bien entendu, mais de ce match, ce quart de finale de Coupe du Monde 86. Ce que je me rappelle que on arrive au stade, donc c'est 2 jours, il fait beau, il y a du soleil et tout le long,
je vois des maillots brésiliens. Et là, les gens, ils dansent la samba, ils te montrent 3-0. Mais c'est bon enfant, c'est pas agressif, il n'y a pas d'intimidation. Et là, si tu veux, tu rentres dans le stade avec le bus, tu sors et tu vas dans ton vestiaire. Et tout d'un coup, tu vas voir le terrain. Et plus tu te rapproches, plus tu sens une chaleur qui rentre, mais une chaleur, tu vois, tu sens que on était au frais et là on sent qu'il va faire très très chaud. Et là tu arrives, t'entends le bruit et tu regardes. Waouh! Mais c'est la couleur, tu sais que là il y a Pelé, il y a tous les grands quoi qui sont là. Et c'est une ville qui en 70 a été pour le Brésil. Donc on est chez eux. Et puis on va voir le terrain, tout ça. Et la deuxième image forte que j'ai, c'est quand tu sors. Là, tu sais, maintenant, tu as une équipe qui est dans les nouveaux stades, qui est au côté gauche. Ils ont 500 mètres et l'autre vestiaire est à 500 mètres. Donc, si tu veux, les joueurs, ils peuvent pas se croiser sauf le tunnel. Là, c'est pas le cas. Tu ouvres la porte des vestiaires, à 2 mètres, t'as le vestiaire brésilien. Et au même moment, moi qui suis un gamin, qui joue pas les titres régulièrement, les titres de champion de France, les coupes d'Europe, tu vois Zico, tu vois Socrates. Qu'est-ce que tu fais? C'est le même truc avec Maradona, ce que j'ai vécu un jour. Tu te dis, oh là là, bon, heureusement qu'il n'y avait pas de selfie, on pouvait pas faire de selfie, mais qu'est-ce que tu fais? T'es admiratif, pardon. Tu fais comme avec Marius Trésor. Non, à un moment donné, bon, tu fais le mec, tu sais, tu te dis regarde pas, et puis tu dis t'as un adversaire comme un autre et ça va être difficile, mais tu seras à la hauteur. Voilà l'image que j'ai. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de la causerie d'Henri Michel justement avant le match? Ouais, tu me rappelles, ouais. Il y avait comme j'ai senti un peu d'émotion, un petit peu d'émotion. Voilà. J'ai senti un peu d'émotion dans la parole, tout ça. Et puis, Michel a repris le coup derrière. Aussitôt, il a embrayé. Et puis les soldats ont fait le reste, ouais. Donc, c'était pas comme dans les films, j'ai envie de dire, où un discours à la gladiateur sur la stratégie. C'était plus, bon, voilà, les gars, on a bien mis en place, on va mettre en place ce qu'on a discuté pendant la semaine. Exactement. Puis, quand tu vois les joueurs, on n'avait pas une équipe de tueurs, on avait une équipe de mouvement, de jeu. On avait une façon de jouer, une façon qui marchait, puisqu'en plus, on n'était pas vierge de titre. On est champion d'Europe quand même. On a un titre de champion d'Europe. Il faut savoir qu'un titre de champion d'Europe, des fois, c'est plus dur qu'une Coupe du Monde. Parce que les équipes en Europe, d'entrée, t'as 4 gros, hein. Mais c'est pas le Canada. Exactement. Et on joue pas une équipe du tiers-monde en quatrième équipe. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc la France un peu la gueule de bois après ce match. Vraiment je me souviens, même si je suis encore un gamin, les Français sont rebaptisés les Brésiliens d'Europe, ou en tout cas confirment leur réputation après le 82, après 84. Et donc vraiment l'ambiance, ou plutôt l'humeur, c'est de se dire bon bah voilà, les Allemands, on va leur marcher dessus. Ça y est, maintenant on a une équipe de vainqueurs, on a battu les 2 triples champions du monde, l'Italie et le Brésil. Et pourtant, on a l'impression, moi je me souviens, c'est un match où on a l'impression que la France n'avait vraiment pas joué, un match vraiment manqué, où l'équipe passe un peu à travers. Je me rappelle le premier ballon, il y a engagement. Et engagement, je reçois le ballon, l'Allemand qui vient tout de suite sur moi d'entrée, il me sèche d'entrée. Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit là on va pas rigoler. C'était un message pour dire tu vas pas rigoler ce soir. Et ça c'est effectivement avéré. Mais il y avait quand même pas, enfin
est-ce que c'était une surprise, j'ai envie de dire, sachant que bon, le Schumacher était encore dans les buts, il y avait encore 4 ou 5 survivants de l'épopée 82 du côté allemand. On savait qu'ils n'avaient pas une équipe taillée dans la dentelle. Et est-ce qu'il y avait encore un peu de naïveté de la part de l'équipe de France ou c'était Non, je pense qu'il y a eu, on a eu l'occasion, on a eu une ou deux actions. Je crois que c'est Max Bossis qui a une occasion, tu vois. Il a la possibilité de marquer. On n'a pas la réussite avec nous. Et puis, plus ça allait, plus on sentait que physiquement, on était morts. Voilà, on n'avait plus les ressources. Et pourtant, il n'y avait pas un esprit de revanche pour les mecs qui étaient en 82. Il n'y a pas genre les Allemands, on va les taper ou. Oui. Baptiston joue d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable. Baptiston le joue ce match, il me semble. Ouais. Non, en fait, je pense qu'on a évité de parler de revanche. Si, on a bien sûr utilisé, on a dit, mais je pense qu'on a eu peut-être un excès de confiance, peut-être. Voilà, on s'est dit, on a battu le Brésil. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bah ouais. Et est-ce que t'en veux là, toi, après le match, quand tu perds, est-ce que t'en veux à certains de est-ce que t'en veux à toi-même ou est-ce que t'en veux même à certains de tes camarades? Non, je pense qu'on a donné ce qu'on pouvait et après aussi, moi, on sortait de 2-3 mois de stage. Moi, j'étais pas habitué à jouer avec des joueurs aussi capés, parce que quand tu joues en Ligue 1, quand tu joues en première division, et c'est sans faire le niveau est moins fort dans ton équipe, ce qui est logique puisque là tu joues avec des joueurs d'équipe nationale. Et donc tout de suite tu montes d'un cran, etc. Et c'est là que je veux en venir. Quand on fait le constat, mais moi, je connaissais pas ça. Je fais partie des meilleurs attaquants du mondial, alors qu'avant je jouais en première division. Bon, des fois je jouais pas et on m'était remplaçant, mais voilà, c'était pour moi quelque chose moi j'étais arrivé au summum, alors que des gens comme Platini, quand tu joues ça aussi c'est important, et c'est ça dans les choix de carrière aujourd'hui. Quand tu joues dans des clubs qui jouent régulièrement la Coupe d'Europe, tu joues pour la gagner. Et quand tu fais une Coupe d'Europe tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans, écoute, t'es content de faire une Coupe d'Europe, parce que c'est voilà. Et je pense que c'est important que les joueurs jouent à un niveau assez élevé en club régulièrement. Personnellement, je parle. Après, pour l'Allemagne, je pense qu'ils ont été très touchés parce que autant ils ont crié peut-être à l'injustice le premier en 82. Ouais, mais là il n'y avait pas photo, on n'a pas joué. Durant la causerie d'avant-match ou les jours précédant le match, est-ce que Henri Michel le coach ou est-ce que Michel Platini on va dire le coach adjoint, le capitaine, le taulier, est-ce qu'il essaye de chauffer les troupes ou au contraire de faire garder moi j'essaie de comprendre justement a posteriori parce que ça c'est vraiment difficile de comprendre des années plus tard comment on a pu passer à côté d'un match pareil après avoir eu une telle belle équipe, une telle belle dynamique après des 2 matchs quand même extraordinaires, au-delà de l'aspect physique. Mais au niveau de la préparation, qu'est-ce que les deux Michel disent aux joueurs? Est-ce qu'ils disent quelque chose de particulier? J'ai pas un très grand souvenir. J'ai le sentiment que vraiment que la Coupe du Monde s'est arrêtée même très vite après l'Allemagne. Très très vite. Je pense que une fois que ça s'est terminé, on pouvait pas dire que c'était la faute à l'arbitrage, on pouvait pas dire que non, ça a été nous, on n'a pas été à la hauteur, on le sait. On n'a pas fait le match qu'on avait, on n'a pas amené l'espoir qu'on pouvait gagner un match. D'entrée, on s'est senti, je pense, battu. Voilà, au fur et à mesure. Et le côté physique a fait, bien sûr, nous a fait, il a manqué
beaucoup de ressources, et puis eux, ils ont été efficaces. Ils ont été plus efficaces que nous. Voilà. Je pense que tout le monde avait envie que ça s'arrête. Voilà. Une fois que le match est terminé, je crois que tout le monde avait envie de rentrer. À quel moment tu as le recul de te dire, waouh, je viens de vivre une expérience incroyable. On a terminé 3e, j'ai joué une Coupe du Monde dans des stades pleins, j'ai joué le Brésil, l'Italie, l'Allemagne. Ou est-ce que tu es tellement dedans que tu te rends pas compte et ça prend des années à se décanter? Je dis qu'en fait, moi, je suis parti en avion en classe touriste et je suis revenu en business class, quoi. C'est là que dans l'avion, je le dis. Et c'est quand on atterrit, parce qu'à mon atterrissage, enfin à l'atterrissage de l'avion, on va à l'Élysée. On est reçu à l'époque par Mitterrand. Ensuite, non, je sais même pas si c'est là à ce moment-là. Toujours est-il que moi j'ai un rendez-vous qui est hyper important. J'ai rendez-vous avec le président du Matra Racing à l'époque, qui était Jean-Luc Lagardère, qui voulait me transférer tout de suite. Et puis en fait, il demandait beaucoup. Toulouse demandait beaucoup. Et Lagardère, je me rappelle, après quand il y a la on était qualifié en Coupe d'Europe. Et puis moi, je voulais pas partir de Toulouse comme ça. C'est un club qui m'a redonné beaucoup de choses. J'aimais cette ambiance. C'est vraiment ma ville. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et il y avait la Coupe d'Europe. Et puis on joue Naples. Et je sais que Monsieur Lagardère est venu et a annoncé. Il y avait un article qui dit après le match, on transfère Stopira au Matra. Donc moi, ça me met en difficulté parce que on va au penalty et je tire et je fais de l'autodestruction. Je me dis, si je loupe, ils vont dire que j'ai fait exprès de louper pour aller au Matra. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai loupé. Voilà. Donc et puis heureusement Diego Maradona. Faut passer quand même. Ouais. On est quand même passé. Et donc quoi qu'il arrive, je restais à Toulouse. Alors il y a une belle anecdote est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Diego qui vient de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine et ta rencontre avec lui dans les vestiaires? Alors c'est un joueur que j'ai joué, j'ai dû jouer 5 ou 6 fois contre lui, notamment 4 fois en Coupe d'Europe, puisque à Bordeaux on a aussi joué Naples. J'ai joué avec l'équipe de France où on a été champion intercontinental contre l'Argentine. Bon, bref, et puis jubilé de Michel Platini où il était aussi là. Et donc au match aller, moi je suis en chambre, je partage la chambre avec Tarantini Alberto qui a été champion du monde en 78. Et qui est argentin. Qui connaît bien et on l'appelle El Conero parce que il avait un rictus. Il faisait toujours comme ça avec sa bouche, on l'appelait El Conero. Et Diego Maradona, donc, est à Naples. Et Maradona, il avait cette particularité. Il mettait son maillot, son short, ses chaussettes, les chaussures, il prenait un ballon, il jouait, il s'amusait. Sur le terrain, et là, c'était carrément près du bus. Il avait le ballon et tout, et moi, je sors pour aller voir le terrain. Et Diego est avec Alberto. Et moi, bien sûr, je vois Diego Maradona et je sais pas quoi faire. Mais je fais le mec un petit peu qui l'ignore parce que c'est un adversaire et puis je vais pas montrer mon admiration. Et lui, il me voit et il me fait « Oh là, Yannick ». Et là, je me suis dit « Oh, t'as bien... » T'es reconnu, hein. Et puis là, je suis le mec, oh, Diego, je t'avais pas reconnu, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le mec un peu, qui est à l'aise, mais et cette anecdote, j'ai raconté à tout le monde parce que, et là, je me suis dit,
En fait, ce qui est fou, c'est qu'au bout de ma carrière, j'ai joué 17 ans, j'ai eu chaque fois, j'ai quand même marqué officiellement plus de 200 buts, 250 buts. Bon, 133 buts en Ligue 1. D'ailleurs, je raconterai une anecdote là-dessus qui est pas mal sur les 133 buts. Et donc, il y a toujours des petits trucs comme ça qui me font dire, tiens, mais Yannick, c'est bien. Et ce qui m'a aidé un petit peu, en fait, moi, j'ai une double personnalité. Et ça m'a beaucoup aidé toute ma carrière. Quand j'ai eu des gros problèmes de vie familiale ou de gros problèmes sportifs, il y avait Yannick, il y avait le joueur et l'être humain. Et l'être humain, il s'en sortait toujours. Il sortait toujours le sportif. Et quand l'être humain était pas bien, c'était le sportif qui sortait l'humain. Voilà. Et donc, en fait, ben là, le sportif, il était admiratif, il était fier, mais l'humain, il disait, Yannick, putain, c'est Diego Maradona quand même. Oh. Et oui, j'étais très fier de ça, oui. Et pour l'anecdote des 133 buts, j'ai travaillé au Qatar. Et tout le monde connaît Sonny Anderson, qui est un grand joueur. Mmh. Et Sonny était au Qatar. Et on fait un tennis-ballon. Très bien. Et puis à la fin, il parle de buts. Et il dit comme ça, moi j'ai marqué tant de buts en championnat, en Ligue 1. Il y en a un qui lui dit, combien t'as marqué en Ligue 1? Je sais pas, il a dû dire une centaine, un peu plus. Et je le regarde et je lui dis, mais tu sais que j'en ai marqué plus que toi? Il me regarde. J'ai dit, j'ai marqué 133 buts. Il me répond pas. Il savait pas qui j'étais. Et parce que ça, c'était au tout début du tennis-ballon. Et puis, bon, très bien, j'ai vu. Mais moi, je voulais échanger entre buteurs. Bon, voilà. Et je me retrouve avec lui à Bing un jour. Et il vient me voir et me dit, Yannick, désolé. J'ai dit, tu te rappelles l'anecdote? Il me dit, oui, mais sur le coup, j'ai cru que tu me toisais. Je dis, non, j'ai marqué 133 buts. Mais il me dit, oui, je l'ai su après, je sais pas qui t'étais. Voilà. Tu lui as pas dit, j'ai aussi éliminé ton pays de la Coupe du Monde 86. T'aurais pu. Ouais, il a dû nous faire du mal aussi, lui, en équipe nationale. Alors, à ce moment-là, justement, en 86, t'es considéré quand même comme un des meilleurs joueurs du monde, hein, pratiquement après ta Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que donc t'as influencé beaucoup de jeunes joueurs, j'imagine. Bon, Michel, mais évidemment il a pas percé. Ah, ça c'est le problème. C'est sûr, j'avais pas le même pied droit. Mais est-ce que tu sais si t'as influencé d'autres joueurs qui sont devenus pros grâce à toi ou qui s'appelle Yannick grâce à toi? Est-ce qu'il y a une explosion du nombre de Yannick du côté de Toulouse? Non. Franchement, là, je veux pas rentrer dans ce genre-là. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Je me suis fait plaisir. Ce qui est marrant, c'est qu'en Coupe d'Europe, on a joué il y a 3-4 ans, je crois, contre une équipe où le joueur s'appelle Yannick Stopira, son surnom, et il marque le but qui nous élimine de Coupe d'Europe. D'accord. Et chez nous, en plus. Alors bon, donc il voulait que j'aille le voir parce que l'histoire, c'était que le garçon, il est né en 86. Et son père, il aimait l'équipe de France. Bon, comme le Yannick, c'était un prénom qui plaisait à la maman, il a dit, ça s'écrit pas du tout pareil, hein. Il a dit, il s'appellera Yannick. Et le nom de famille, il a gardé son nom de famille, il a dit Yannick Di Stopira, voilà. Voilà, c'est un joueur. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, tu disais qu'à l'époque, l'argent était pas vrai. Bon, j'ai pas l'impression que ça a été le moteur de ta carrière, de toutes les façons. Mais en tout cas, 86, c'est t'as 25 ans. Tu reviens du mondial. Tu fais partie quand même du 11 des meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde qui a été, pour beaucoup d'observateurs, sans doute une des plus belles de l'histoire, en tout cas. On rappelle quand même Maradona qui était c'est le sacre de Maradona. Donc, une équipe du Brésil extraordinaire, une très belle équipe de France. Donc, tu termines dans le 11 des meilleurs joueurs.
Et tu es à Toulouse, le Matra Racing vient de faire les yeux doux. Le Matra Racing à l'époque, c'était un petit peu le Qatar avant l'heure. Lagardère qui décide d'investir énormément d'argent, Francescoli, Olmeta, il essaye d'un peu de racheter toutes les stars de l'époque. Et donc tu restes fidèle à Toulouse. Est-ce que maintenant, rétrospectivement, est-ce que tu te dis et si j'avais été un peu différent. Bon, le Matra Racing, ça n'a pas été une belle réussite sportivement en tout cas. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Non, j'ai pas de regrets parce que je pense qu'il faut faire des choses qui sont en harmonie avec l'humain. Si c'est pour gagner des titres, ouais, mais bien sûr, moi j'aurais aimé gagner des titres, bien sûr. J'aurais aimé être le meilleur buteur, avoir le ballon d'or, mais bien sûr, comme tout sportif, dès qu'on fait cette passion, oui, on veut. Mais maintenant, je pense que honnêtement, j'avais pas la carrure, j'avais pas l'étoffe. J'étais là pour prendre du plaisir et en fait, quand je fais le bilan, c'est ce que j'ai cherché à l'entraînement, mais je prenais du plaisir, j'avais envie de jouer avec les copains, etc. Je pouvais partir très tôt. Un jour, je joue à Sochaux, on joue contre Saint-Étienne. Il y a Kurkovic dans les buts. Je fais le meilleur match que je n'ai jamais. Même au Mexique, j'étais pas comme ça. J'ai fait un match où on gagne, je mets 2 buts. Et Kurko, je sais qu'il y a un centre. Kurkovic veut prendre le ballon. Moi, je monte à la tête, je saute plus haut, je marque. Il y avait Platini, tout ça. Et dans les tribunes, il y a un monsieur qui s'appelle Jupp Heynckes. Entraîneur de Mönchengladbach à l'époque, qui vient voir l'AS Saint-Étienne pour jouer en Coupe d'Europe. Il reprend l'avion, il a dit lui, je le veux. J'ai des fax parce qu'il n'y avait pas de télécopie. J'ai des fax à la maison qui arrivent au club. J'en ai mais un sac entier tous les jours. Il m'envoyait des messages. En allemand, c'est le problème du fax, c'est éternellement difficile à comprendre. Mais bon. Là, ils envoyaient en anglais et je pense qu'à un moment donné, il y avait même un interlocuteur, c'était un luxembourgeois qui travaillait pour eux et qui avait pris la relève. Et donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Jupp Heynckes, il me voulait à Mönchengladbach. Et quand après le Mexique, il voulait que j'aille au Bayern de Munich. Il était entraîneur et il y avait Mataos. Il a persisté, mais bon, j'ai dit non. Je voulais toujours pas partir. À l'époque. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y avait 3 étrangers, c'est tout. À l'époque. On avait le roi 4-3. Il n'y avait pas l'arrêt Bosman. La première fois, j'ai pas fait le service militaire. Je suis trop jeune. Donc j'ai dit 18 ans. J'avais pas fait le bataillon de Joinville. Donc, je pouvais pas partir. Voilà. Et puis, les 2 plus beaux, avec Maradona, il y a, quand je me retrouve là, vous parliez tout à l'heure de plaisir, hein, j'ai eu un beau compliment de Monsieur Lagardère, qui me dit, depuis Justo Fontaine, j'ai pas vu un attaquant qui m'a fait autant plaisir. Et c'était dans son bureau, près de l'Étoile. Il avait son bureau, il m'avait reçu dans son bureau là. Et j'avais voilà. Et Jupp Heynckes avait dit la même chose et il m'avait fait aussi de beaux compliments, voilà. Alors bon, moi peut-être qu'il faut me faire des compliments et ça me suffit. D'ailleurs ma femme. Ouais, vous mouillez tes affaires. Il y a deux. Dire, ou alors, ma femme elle a passer toute la louche. Donc, est-ce que justement, à partir de ces années, là, 86-88, t'es pas à ton apogée en termes de jeu, en termes de tout? Ouais, je pense que mon jeu, je crois que j'étais avant-gardiste en fait. La façon que je jouais, on a fait, je reviens sur le reportage qu'il y a eu et Jean-Luc Ruti dit, Yannick Stopira, il avait un style avant les autres. Il avait le style de Mbappé. Alors attention. Je dis pas. En mieux. Non. Ça y est, c'est la déclaration qu'on va utiliser. Non, je rigole. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ma force, c'était quoi? C'était les déplacements et la vitesse. C'est ce qu'a, bon, lui, il est beaucoup plus technique, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, déjà à l'époque,
le mouvement, moi, j'avais compris les appels de balles. J'avais Ouais. compris les déplacements. J'étais le fait de regarder, comme je dis aux gamins, ton défenseur, là, tu vas jouer dans 5 minutes. Tu t'es échauffé pendant 30 minutes. Tu sais comment il est, ton défenseur? Ils savent pas. Et moi, je savais tout déjà. Je regardais. Je savais que lui, il aimait pas courir, ou il allait pas vite. Et quand il allait pas vite, je savais qu'il allait, le pauvre, il allait galérer. Parce que j'allais jouer tout sur les appels de balles. Donc, voilà. Donc, moi, je suis arrivé dans un système où tout d'un coup, j'ai réussi à m'exprimer. Après, il y a quand même aussi, quand à 16 ans, c'est vrai que ça peut monter. J'ai été blessé aussi gravement, et ça, on n'en a jamais parlé. Il y a un match, et les gens ont pensé que j'étais écarté de l'équipe. C'est faux. Je suis resté un an sans jouer, et j'ai perdu la vitesse. Voilà, donc c'était Ça, difficile. c'était c'était quand t'es à Rennes ou quand t'es... Non, à Rennes, ça allait. C'était à Rennes pendant 3 mois, je suis un avion. Hein. Ouais, je suis un avion. Mais franchement, là, et puis au fur et à mesure, le public m'a pris en grippe, dans le sens où j'étais international, ils attendaient plus de moi. J'ai marqué que 9 buts. Mon père, il me disait, va pas jouer, dis que t'es blessé, tu vas... Non, je suis allé à chaque fois. Et je sortais du stade, j'avais les crampons à la main, prêt à me défendre parce que j'étais... on m'avait pris en grippe. Ma mère est tombée dans la tribune presque. Elle est tombée pour un petit malaise quand même. Voilà, donc tout ça, moi j'ai souffert parce que Rennes c'était ma ville, c'est moi qui ai choisi Rennes. C'est pas Rennes qui m'a choisi. Moi j'ai dit je viens. Et l'argent, je sais même pas que c'était complètement ridicule. Je suis jamais venu pour l'argent. Voilà, donc ça a été difficile ensuite. Toulouse, ça a été le top, parce que là je suis tombé avec des joueurs, que ça m'allait. Je suis tombé avec un entraîneur, Daniel Jean Dupeux. Il y a eu Jacques Santini qui m'a amené aussi quelque chose, même si on n'était pas le grand amour les deux. Ensuite, Bordeaux m'a transféré. Je suis pas resté parce que Claude Bèze a dit en bégayant trop cher pour la saison que t'as fait. Donc j'ai dit pas de problème, je pars. Et Cannes me demande, ben oui, je viens. Donc là, je sais pas combien je gagnais. Moi, j'ai diminué mon salaire de moitié. Il me restait 2 ans de contrat. J'ai pas négocié. Je dis, je pars. Je suis parti à Cannes. J'ai joué avec Zidane. Alors à cette époque-là, quand t'es à Cannes, est-ce que Zidane déjà, c'est tout le monde se dit ça saute aux yeux, ça va être une légende, ou on se dit bon, il a du talent, mais faut voir. Bon, la première année, il est remplaçant, il joue un peu et tout. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, et c'est un joueur magnifique. Je pense pas que c'est le meilleur joueur de la planète, à un moment donné. Franchement. Faut être, il démarre. On voit qu'il a quelque chose de plus. Je pense que c'est plus, moi, l'année d'après ou 2 ans après, où vraiment il commence à Bordeaux, puis à la Juve après, où vraiment là, il explose. Le fait de se retrouver à la Juve, et puis à Bordeaux aussi, parce qu'il a fait des belles choses. Là, oui. Mais à Cannes, on dit, c'est un bon jeune. Mais comme tous les jeunes, il peut très bien, à un moment donné, basculer dans le mauvais sens. Alors, on n'est pas revenu sur justement cette blessure. Tu dis, voilà, pendant 1 an, tu as été blessé. C'est à quel moment alors? À Cannes. À Cannes. Ouais. À Bordeaux, on fait une saison, on termine, je crois, 13e, 12e. Il y a Jean Fernandez, l'entraîneur, il vient, il dit, Yannick, je te veux. Ben, je dis, je viens. Voilà. Financièrement, je dis, t'inquiète, c'est bon, on verra. Je signe, ça se passe bien. On fait, au contraire, on bat 3-0 les Girondins de Bordeaux. Ça se passe très très bien, tout ça. On a une grosse équipe, on a intéressant. Et on joue en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Et je monte à la tête. Il y a Luis Fernandez qui me dit, Yannick, il faut les faire dégoupiller l'OM parce que on s'en sortira pas. Moi, j'ai commencé à monter. Alors, quand je sautais toujours avec les bras comme ça pour me protéger. Celui qui venait, tant pis, prenait mon coup. J'ai pété l'arcade à Carlos Moser. Voilà.
Ouais. Et donc, Pas la meilleure idée. Ah, Pas la meilleure il idée. est sorti, il est revenu avec un truc blanc, et le sang il coulait. J'ai Bernard Tapie qui me dit Yannick, Carlos il va te tuer. Et moi je sautais jamais quand je voyais pas le défenseur. C'est-à-dire que quand je sautais, j'allais vers le ballon, mais je sentais à gauche, je sentais à droite, mais jamais dans mon dos, parce que dans le dos je le vois pas. Il est dans mon dos, il me laisse sauter, il m'a mis le pied. J'ai été opéré. Je suis resté 1 an sans jouer. La cuisse, en fait, c'était la ponévrose qui était déchirée. Ils ont mis longtemps à comprendre pourquoi, parce que c'était pas très net. J'ai fait une rééducation. Le club m'a pas du tout aidé. Je pense qu'ils disaient on arrive au bout de sa carrière. De l'aventure. Ouais. Et puis j'allais moins vite. Tout de suite, j'avais perdu mon essence, quoi. Et les gens ont pensé que j'étais écarté. Faux. Je m'étais juré de jouer un match et de marquer un but. Le championnat était vierge. J'ai joué. Le dernier match, j'ai joué, je crois, 10 ou 12 minutes. À Auxerre, j'ai marqué un but. Voilà. J'ai fini la saison là-dessus, sur un but. Et après, je suis parti à Metz. Carlo Molinari me souhaitait. Ça s'est pas bien passé avec Joël Muller au départ parce que une anecdote, comme quoi je dis tout, hein. On joue à Sochaux quand j'ai 16-17 ans. Quand on est jeune, on n'est pas tout le temps malin. On est inconscient aussi. Et à un moment donné, je sais pas, il me dit quelque chose, Joël Muller. Et je lui dis, regarde le tableau d'affiche. Hein. Et il y avait 3-4-0 pour nous. Sauf que quelques années après, il devient mon entraîneur. Et quand j'arrive, moi je l'avais un peu oublié, hein. J'espérais. Yannick content, bravo, félicitations. Ravi que tu sois là. Est-ce que tu te rappelles un match Sochaux-Lyon? Je dis non. Et pas du tout. Je sais pas toi. J'étais en privé là. Oui. Je m'en souviens plus. Et alors il me dit, je lui dis, tu sais, quand on est jeune, on est con. Et il me dit, merci de le reconnaître. Bienvenue. Et puis là, j'ai repris avec ma blessure. J'avais pas une bonne préparation. Je pouvais pas trop. Et Calderaro a fait une très très grosse saison. Et là, je sentais, j'ai fini en 2e division avec Bernard Gengini. Mulhouse. À Mulhouse. Mais où là, tu claques quand même pas mal de buts à Mulhouse, si je me souviens bien. Et oui, je marque 22 buts en championnat et Dieu merci parce qu'en fait, c'était à l'époque où il y avait deux deuxième divisions. C'est ça, c'était un groupe qui était très 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 division A et B. Les 10 premiers et nous on est 11e. Donc mais quand même mes 22 buts ont servi et la deuxième chose c'est que la gestion financière a fait que on est passé dans les 10 et le club est resté en D2 grâce à ça. Alors Super D2, c'était le passage à la Super D2. Super D2. Ouais. Alors, pour en revenir à cet attentat de Carlos Moser, qui, bon, il en a brutalisé beaucoup des joueurs. Est-ce qu'il s'est excusé ou est-ce que... Oui, il a dit dans le journal, dans ma vie, j'ai jamais blessé quelqu'un. Ouais, donc voilà. Il les a juste caressés. Ouais, non, ouais. Mais quand tu regardes les Brésiliens, c'est leur façon de jouer. Ils jouent comme ça. Ils sont très rudes, très durs. Enfin, Moser, c'était un... Moser, regarde celui du Real Madrid, le défenseur Pepe. Les mecs, c'est des malades, c'est des fous. Ils sont très dangereux. Et donc, juste... Et à l'époque, pas de protection. Les attaquants n'ont pas tellement de protection par les arbitres. Parce que maintenant, à peine tu touches, il y a un carton jaune. Oui, on les tacle par derrière. Nous, à l'époque, et puis on était à Marseille, hein. Donc Marseille, c'est aussi, c'était à l'époque. On était à Cannes, mais c'était, oui, effectivement, ils jouaient à Marseille, mais c'était chez nous, à Cannes. Mais c'est vrai que Marseille, c'était aussi à cette époque une autre façon d'arbitrer aussi. Moser, c'était quand même une ligne qui intimidait.
Et donc, juste pour répondre, il s'est jamais excusé, pas un petit mot, rien Jamais. du tout. D'accord. Non, mais après, si tu veux, moi le match d'après, pensant que je pouvais jouer, j'ai rejoué au bout de 5 minutes, 10 minutes, comme si je m'étais claqué. En fait, comme c'était la peau névrose du muscle, il y avait, ça saignait pas, c'était juste la peau. Et donc, je me suis retrouvé, ça a été très très long. Et un chirurgien a dit, mais si. Donc maintenant, j'ai une belle balafre. Lui, il a une petite balafre ici. Moi, j'en ai une grande comme ça sur la cuisse. Voilà. Est-ce que tu penses que rétrospectivement, après 86, t'as un peu touché du doigt l'apogée et qu'après t'as un peu mal à rester motivé, à trouver des raisons de t'énerver contre l'adversité, ou de la même façon que tu disais, voilà, l'épisode de la douche, l'épisode des pros qui te regardaient un peu de haut, ou est-ce que c'est plus, tu penses, c'était ta destinée, cette Coupe du Monde? Disons que ce qui est difficile, ce que je disais, moi je me suis filé des objectifs. Bon, par exemple, tu dis, je veux être titulaire en Ligue 1, je veux ci, je veux ça. Ok. Une fois que tu as atteint le palier, là j'étais arrivé, j'ai fait le mondial, ok. Et après je dis quoi? Mis à part le fait de jouer dans un club étranger, il y a rien qui me voilà, sauf si c'était de marquer des buts, quoi. C'était de marquer des buts, voilà. Et puis des fois, bon, malheureusement, j'avais peut-être besoin aussi de me faire. Est-ce que c'est du lycéané? Je ne sais rien, mais peut-être. Je remarque que je faisais tous les 2 ans une saison de folie. Peut-être parce que j'étais en danger la saison d'avant. Voilà. Est-ce que dans cette période-là, justement, est-ce que tu as une rivalité particulière avec un joueur ou avec un club? Rivalité, je pense que José Touré, effectivement, à un moment donné, c'est lui. À un moment donné, je suis vexé d'une chose. On me dit, Yannick, tu vas être le meilleur joueur avant-centre de l'année. Il me dit, tu viens avec Canal+. C'est la première fois, je crois, que Canal+ faisait remettait des trophées. Donc, j'avais pas trop envie. On m'a dit, si, il faut que tu viennes, t'as gagné, etc., etc. J'y vais. Et à l'époque, Canal, il montre comment ça s'appelle, sur l'écran. Il y a ma courbe qui monte, qui s'arrête. Et les 2 autres, ils montent. Et je me retrouve 3e. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai été un petit peu trahi parce que, voilà, je pensais avoir gagné. Et puis voilà, quoi. En fait, j'ai l'impression que tu étais un joueur qui analysait les faiblesses de ses adversaires et prenait un malin plaisir de jouer sur ses faiblesses le plus possible. Grave. C'est sûr. Et encore, on n'avait pas du tout d'analyse spéciale. On n'avait personne qui nous disait, lui, les pourcentages, ceci. Non, je le faisais moi. Puis bon, je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de provoque. Peut-être aussi. Voilà. Moi, j'ai toujours été fasciné de cette idée d'avoir quand même un groupe de jeunes adultes avec quasiment aucune présence féminine pendant les stages. Vous arrivez pendant 40 jours à être vraiment focus sur l'objectif principal. Le plus difficile, je pense, c'est quand tu arrives à un certain âge. Quand tu as 20 ans, tu acceptes beaucoup de choses parce que bon, même si tu es en stage, tu es capable de sortir un coup. L'entraîneur, il dit, bon, ce soir, 11h minuit, vous rentrez, ça fait du bien, on va boire un verre, on dit 2-3 conneries avec des copains. Bon, ça va. Ce qui est difficile, c'est effectivement quand tu as une vie, quand tu as une trentaine d'années, que tu as fait pratiquement depuis l'âge de 15-16 ans,
t'as envie de rester en famille et là tu peux pas, c'est difficile. Moi, mon anniversaire, c'est le 9 janvier. Moi, je me retrouvais toujours en stage en altitude et avec les copains. Bon, alors, des fois, le club, il le sait. Des fois, il t'oublie. Et bon, donc, t'es tout seul dans ta chambre à dire, ben, aujourd'hui, j'ai 20 ans, aujourd'hui, j'ai 19 ans, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Voilà, ça, c'est difficile, par contre. Et surtout les enfants, en fait. Tu vois, quand tu t'en vas et que ton fils, qui a 5-6 ans, il te dit, il te met un poster en disant, papa, tu peux me signer sur mon poster? Et c'est Goldorak. Et là, tu te dis, Yannick, là, il te voit pas comme les autres. Il te voit peut-être pas comme un papa. Voilà, c'est des fois difficile, ouais. C'est des fois difficile. Et puis, moi, je suis d'une famille où j'ai un peu plus souffert. C'est ça que je viens dernièrement, j'ai fait un petit discours, j'ai parlé, j'ai rendu hommage à ma famille. Moi, je sors d'une maladie grave aussi. On ignorait tout cela. J'ai dit à un moment donné, vous m'avez protégé de tout, en fait. Les décès, on me disait après, ton grand-père, il est enterré, t'avais un match. Enfin voilà, on pensait qu'on pense que l'athlète, il est fort, il est faible, et en fait non. En fait non. Et puis, comme je dis là, je disais, mon père, effectivement, il m'a jamais dit je t'aime. Comme vous, peut-être. C'est une génération qui ne dit pas. En plus, c'est d'origine polonaise, qui ont énormément souffert. Ils ont vécu dans des baraquements, notamment au tout début, mais d'origine polonaise. Et mon père a toujours dit, à la dure, tu vas y arriver, mais tu vas y arriver. Et quand j'ai appris il y a 2 ans et demi que j'avais un cancer, j'ai dit personne ne le saura. Personne ne le saura. Je veux pas. Je suis allé voir le médecin. Ma femme m'avait dit en fait j'avais un cancer au niveau de la gorge. Si j'y avais été il y a 8 ans, on m'a dit on t'aurait découpé la mâchoire. On serait allé sur les cordes vocales et peut-être tu serais défiguré et 2, tu aurais perdu peut-être un peu la voix. Grâce à la technique, bon, j'ai fait chimio, j'ai tout fait. Et j'ai dit à ma femme, ma mère le saura, et toi, et c'est tout. Ma fille, qui a 25 ans, à l'époque, elle en avait 23, elle ne le saura qu'au dernier moment. Elle est venue, il est où, papa? Il est à l'hôpital. Il fait quoi? Ben, il dort à l'hôpital. Et là, elle lui a expliqué, ma femme. Pourquoi j'en voulais pas? Parce que, en fait, quand tu gagnes, tout le monde vient. Tu l'as dit tout à l'heure, les gens, moi, j'ai payé pour des gens, 10 personnes à table, pour la cour qu'il y avait, les gens s'incrustent. T'es médiatisé, que tu sois journaliste, tu passes à la télé, que ceci, les gens profitent de toi. Moi, j'ai dit, dans le même titre, que les gens sont contents quand t'as des problèmes. Et moi, mon problème, je voulais pas que ça se sache, pour éviter que les gens m'amènent un mauvais sort et me disent, ben, c'est bien fait pour lui, par jalousie. Voilà. Et rassure-nous, ça va mieux. Alors oui, bien sûr, comme tout, c'était un petit challenge. J'ai gagné, tout est ok, tout est bien. Et oui, ma femme me dit vraiment, t'es chiant, donc c'est que ça va mieux. Écoute, ça nous rassure. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous, et on te souhaite bien sûr une très 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 belle santé, excellente santé, que tout ça soit derrière toi. Quelle était la première folie que tu as faite avec ton premier gros salaire? Première folie. Qu'est-ce que j'ai pu faire, la première folie? Disons, c'est peut-être pas avec... bon, déjà, il faut savoir que... Ah oui. Voilà, ça c'est un bon truc. Je gagne à l'époque 600 francs par mois. Voilà.
je gagne 600 francs par mois. Je joue en pro. La prime, elle est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Et le pire, c'est quand t'invites une copine. Donc, t'imagines, t'as 16 ans, tu l'invites au resto, tu veux faire le mec classe. Mais le problème, si elle prend un foie gras en entrée, tu te dis merde, comment je vais finir le mois? Parce que, avec 600 francs par mois, il suffit, voilà. Donc, peut-être la première folie, c'est quand j'ai pu inviter une copine, quand j'avais 16 ans, pour manger avec elle, et puis qu'elle m'a pris un plat qui m'a coûté très cher. Voilà. Peut-être. Bon, ça restait quand même assez sage, j'ai l'impression. Et donc après donc ta magnifique carrière d'attaquant, t'es resté dans le football. Est-ce que c'était toujours c'était ce que tu pensais toujours avoir ça faisait partie de ton plan de carrière? Tu t'imaginais pas en dehors du monde du foot? Alors, en 86, après le mondial, l'équipe, les joueurs, on rouspète un petit peu parce qu'en fait, pendant toutes les vacances, nous, on fait les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. Et puis, malheureusement, à la fin de notre carrière, en fait, tout le monde passait les diplômes. Et nous, malheureusement, on s'est retrouvés en fin de carrière sans diplôme. Donc, les joueurs de l'équipe de France ont demandé à passer les diplômes. On a passé les diplômes. Accéléré, il fallait faire partie, avoir 250 matchs en Ligue 1 ou avoir une vingtaine de sélections. Et puis, j'ai eu Aimé Jacquet comme entraîneur, et lors de l'entretien, il me dit, Yannick, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je le regarde, je lui dis, Aimé, évidemment, ça va être, je vais être entraîneur des pros. Et pourquoi? Aimé Jacquet, que j'ai eu quelques années avant, je me retrouve donc à Clairefontaine, et lors de l'entretien, il est DTN, il me dit, qu'est-ce que tu souhaites? Entraîneur des pros. Parce que moi, en 17 ans, je connais que ça, que ce métier. Bon, il me dit, mais t'es fait pour ça? Bonne question. Je ne sais pas. Il me dit, écoute, travaille, vois le paysage du football, tu ne connais pas le paysage du football français. Ah, d'accord. Donc, j'ai commencé par les jeunes, et Dieu merci, je pense que j'aurais eu le record de longévité la plus courte en tant qu'entraîneur, parce que je ne suis pas fait pour ça. Non. En fait, tu faisais entraîneur parce que tu avais connu que ça. Enfin, tu voulais devenir entraîneur parce que tu avais connu que ça, mais en fin de compte, tu suivais le oui, mouvement. Parce que je voyais, moi j'ai eu mon père entraîneur, moi j'ai été 17 ans après, j'ai toujours joué en professionnel, voilà, et en fait, il m'a sauvé parce que j'ai vu qu'avec les jeunes ça passe. Il y a une disponibilité chez les gamins, encore que maintenant ça commence à changer. Il y a une nouvelle génération encore là qui arrive. Ils sont un petit peu différents de nous. On est très très loin de comment il s'appelle, du baron de Coubertin, hein, je vous dis. Hein. Mais, voilà, donc j'ai travaillé sur les jeunes, ça m'a plu. J'ai travaillé pour la fédération pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai travaillé dans des pôles espoirs. J'ai eu Rabiot comme joueur. J'ai eu Aubragnac, voilà, pour citer les plus connus au niveau international. Donc ça m'a fait du bien d'échanger avec eux. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs que tu as manqué en revanche? C'est-à-dire que là, est-ce qu'il y a des joueurs pour le coup, je sais pas de clair comme tu dis, tu les as pas vus, et puis. Il y en a un que j'ai pas loupé, c'est Mbappé. Tout le monde l'a invité. Moi, je l'ai invité ici avec son père, il est venu. Giloud, j'ai présenté Giloud parce que je crois que c'était lui à l'époque. Il a rencontré, on a fait une proposition qui était ridicule par rapport à après. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 14 ans, il était à Clairefontaine. En fait, je suis à Clairefontaine et je suis avec Arnaud Vaillant, qui travaillait pour nous, qui est agent maintenant. J'appelle Arnaud. Moi, je venais de prendre mes fonctions à Bordeaux. C'était il y a 10 ans. J'ai dit, Arnaud, qu'est-ce que c'est que ce joueur-là? On est dessus. Il était à Clairefontaine, il jouait sur le côté gauche.
Il était comme il est aujourd'hui. C'était incroyable. Et il me dit, écoute, on est un petit peu fâché avec lui pour des raisons qui me regardaient pas. Bon, et je lui dis, écoute, moi je m'en fiche. Présente-moi le père. Il me dit, pas de problème. Donc je suis allé voir le papa et la maman. Je lui dis, écoutez, Girondins de Bordeaux, je vous présente mes excuses. Je sais pas pourquoi, mais je vous présente mes excuses. Et, bon, il m'a dit, c'est gentil, merci, j'ai envie de discuter. Il me dit, très bien. Et là, on s'est mis dans la danse. Bon. Je pense que déjà, il savait que ça serait pas nous. Mais il venait souvent faire des stages de vacances ici. Il était venu 2 années de suite ici. C'est comme ça qu'on l'a vu. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est pas que j'ai loupé, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix. La concurrence voilà. Était énorme. Nous, on propose, et des fois, les parents disent non. Les parents disent non, ils préfèrent aller à Monaco, ils préfèrent aller à Paris Saint-Germain. Oui. Et donc, à 14 ans, quand tu vois Mbappé, bon, il a explosé, il avait 17 ans, hein, je crois, quand il fait sa première énorme saison à Monaco. À 14 ans, déjà, tout le monde se dit, celui-là, ça va être un futur crack. Ça va être un bon joueur, mais ça va être une, ouais. Et est-ce qu'il y en a d'autres dans le pipeline de joueurs français qui sont dans cette catégorie-là? Ouais, il y en a. Franchement, pour dire aujourd'hui, pour comprendre les choses, tu vois, quand tu as les gamins, il y a une chose qu'on est capable de voir. On est capable de voir 13, 14, 15 ans. Il faut savoir que Paris, par exemple, c'est le plus gros réservoir mondial avec le Brésil. Le Brésil est au niveau de, voilà. Mais sinon, le numéro 2, voire égalité, c'est Paris. Paris forme le plus de joueurs dans le monde entier au niveau professionnel. Voilà. Donc c'est ça, il faut le savoir. Ensuite, quand tu vois des gamins de 13, 14, 15, 16 ans, tout le monde voit s'il va vite, tout le monde voit s'il va être grand, tout le monde sait à peu près ça. Maintenant, techniquement, c'est bien, il comprend et tout. Le problème, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est le mental. Comment il sera à 18, 19 ans. Voilà. Parce qu'après, il y en a qui se prennent pour des autres, ils ont des agents, il y a un entourage qui est important, et ça, on ne maîtrise pas. Moi j'ai vu, on a vu des gamins à Bordeaux qu'on a fait signer à 14 ans, on s'est dit, qu'est-ce que c'est un avion, le gamin? Mais c'était terrible. 18 ans, je crois qu'il a arrêté le football. Et moi je pense que plus t'es doué, ce qu'a fait Mbappé, c'est un autre record. Je crois que c'est le record déjà à 13-14 ans à assumer toujours le même niveau. Parce que là, je viens de recenser les choses. Sur 10 ans que j'en ai vu des joueurs, hein, et tous ceux qu'on était dessus, soit il y en a qui ont arrêté, soit qui jouent dans les petits clubs, soit ils sont à un niveau amateur. Ça n'a pas percé. Et ça. Alors, est-ce que, pour ce qui est du mental, il y a de manière assez fameuse, le coach des Spurs de San Antonio, Greg Popovich, quand c'est le basket, mais bon, ça reste dans le domaine du sport, quand il veut recruter un joueur chez les Spurs, il leur fait des tests pendant 2 jours, ils doivent des tests psychotechniques, etc., qui n'ont rien à voir avec leur capacité technique ou athlétique, mais c'est juste de voir est-ce qu'ils ont la mentalité requise pour faire partie de l'organisation des Spurs. Est-ce que Bordeaux ou est-ce que Clairefontaine ou les centres de formation, est-ce qu'il y a des tests comme ça ou c'est plus empirique? Les Européens, ils l'ont. Tu vois, les Anglais, les Allemands, quand ils arrivent à l'entraînement, les jeunes, on leur prend une petite goutte de sang pour voir s'ils sont fatigués et en fonction de ça, rapidement, ils voient la teneur de l'entraînement, tout ça. Ils sont très au point. Puis après, effectivement, mentalement, ils ont des spécialistes et tout. Ouais. Après, financièrement, il y a un coût. Donc, en règle générale, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose. Effectivement, nous, on a un préparateur mental, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est encore plus élaboré. Je pense que, notamment aux États-Unis, je pense qu'il doit y avoir, ils font des études, la façon de regarder les choses, tout ça. Ouais, voilà. Nous, on n'est pas encore dedans.
Et dans quelle mesure tu te sers de ton passé de joueur pour faire passer des messages ou parce que tu t'as été un peu dans leur t'as été clairement dans leur position à une époque où les attentes étaient, je pense, moins médiatisées et moins élevées, et puis moins de pression aussi de leur entourage. Déjà, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on me disait, oh, je vous ai bien aimé, hein. Enfin, je vous ai vu dimanche, je vous ai bien aimé. Quelques années après, on t'a dit, mon père et ma mère vous aimaient bien. Maintenant, Merci. mes grands-parents vous aiment bien. Alors déjà, toujours, t'essayes de toucher les grands-parents, déjà, pour essayer de, voilà. Non, je pense qu'il y a une forme de respect. Il y a déjà le club. Je pense que Bordeaux, c'est un club qui est, si t'es de Bordeaux, tu aimes Bordeaux, ou tu l'aimes pas, pour diverses raisons, mais en général, tu aimes Bordeaux. Et je pense que il fait partie des clubs dans les 2e, 3e, 4e qui ont une bonne image. Donc, c'est assez facile. La deuxième chose, donc, quand tu fais ce métier, quand nous on vient, surtout en ce moment, vu la situation du club, ils savent que c'est pas l'argent. Voilà. Donc déjà, moi ils savent que on fait une proposition qui est correcte, qui est intéressante. S'ils veulent la formation, ils l'ont. Et là, ils ont des chances. Donc oui, c'est important d'avoir le nom. J'ai Marius Trésor, j'ai Patrick Battiston, je me sers de tout ça aussi. Mais il faut savoir une chose, il faut pas dire spécialement c'est Yannick Topira qui a fait Jules Koundé ou Patrick Battiston, mais ne serait-ce que la cuisinière. Quand moi j'invite la maman de Jules Koundé et qu'il mange et que la cuisinière, elle dit tiens viens voir, je vais t'en remettre un petit peu. La mère elle se dit mais ils vont bien s'occuper de mon fils. Et ça, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est un travail d'équipe. S'il y en a un qui foire, on l'a pas. Voilà. Peut-être, moi, pour le mot final, enfin, d'après toi, Yannick Stopira, si on devait résumer ce qu'était le joueur Yannick Stopira, ce serait quoi en quelques mots? Le joueur, pas le recruteur, mais le joueur. Le joueur. Alors, oh là là. Quelle question. J'aurais dit peut-être, il a pas assez marqué de but. Ah, donc t'es critique quand même pour résumer ta carrière. Ouais, parce que quand j'aimais bien dire, bon, parce que j'ai pas inventé, j'ai vu quelqu'un le dire. Ça me disait ton plus beau but, bah j'ai dit le prochain que je vais marquer. Je trouvais c'était bien. Je trouvais c'était bien, c'était ambitieux, c'était un peu moi. Et puis ce que je regrette, le footballeur, ce qu'il regrette, c'est les titres. Parce que j'ai pas compris, j'ai fait ça pour du plaisir. J'ai pas fait ça pour gagner spécialement des titres et tout. Et quand je fais le bilan, putain, j'ai dit Yannick, quand même, les mecs, ils sont tous en train de soulever des trophées. Ouais. Mais moi, mon trophée, c'est d'avoir fait 17 ans. Alors aussi, je suis très fier d'une chose, c'est que j'ai joué 17 ans avant-centre. Et ça, c'est Henri-Émile qui l'a dit. C'est beaucoup baisse. Ouais, il y en a beaucoup qui... moi, j'ai un entraîneur qui m'a dit... quand j'ai démarré, mon premier entraîneur, Pierre Tournier, il me dit, en 3e division, il me dit, Yannick, quel est ton poste? Avant-centre? Non. J'ai dit, ailier droit? Non. Ailier gauche? Non. Milieu? Non. Tu seras remplaçant avec moi dimanche. Soit tu joues à Vincent et tu te bouges, soit tu seras remplaçant avec moi ton 2e poste. Bon, j'ai compris. C'est là, c'était une belle image. Ouais. Et alors, est-ce que tu as un match que tu refais dans ta tête? Est-ce que est-ce que tu as des cauchemars, tu travailles en pleine nuit en sueur, ou tu es en train de refaire retirer un penalty ou refaire un match et le résultat est différent? Non, je crois que je crois que quand je suis pas bien, je pense au penalty. Je pense au penalty France-Brésil. Et donc ça, c'est ton happy place, ouais, comme disent les Américains. Ouais. Je vais dire, je me dis, tu l'as fait, tu peux continuer.
Et pour te dire juste une anecdote, je reviens sur ça. Quand je me retrouve dans les chambres avant d'aller en chignou, le petit truc là que j'avais, je l'ai appelé Carlos. J'ai dit Carlos, c'est moi qui l'ai gagné. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et voilà. Et je pense que c'est alors s'il y a un joueur aussi peut-être oh là là, vraiment je détestais jouer contre lui, mais détestais Basile Boli. Mais lui, j'aime pas le dire parce qu'il adore que je dise ça et après il va m'appeler, il va me dire ah c'est bien tu l'as dit. Je détestais ce joueur. Je sais pas pourquoi. Je me tournais à gauche, il était là, je me tournais à droite, il était là. Et c'est pas un joueur pour moi. Voilà. Et on le savait. Et en plus, alors tu sais ce que je faisais? Basile, je jouais avant-centre. Et quand Basile était sur moi, je jouais ailier gauche tout le match. Je touchais pas un ballon. Mais Basile n'était plus dans l'axe. Et donc ça permettait à d'autres. Et Marsico qui jouait, qui était un très bon joueur de ballon, il marquait 2 buts. Voilà. Et on gagnait au Auxerre. Bon, tu te sacrifiais. Ah oui, ça je voulais bien, oui. Et les joueurs avec lesquels tu as eu le plus de plaisir, donc tu as dit que tu as joué avec Platini, avec Zidane. Ah oui. Platini, Zidane, Giresse, c'est exceptionnel parce que Michel Platini c'est énorme, mais il y a un côté plus calculateur. C'est quelqu'un qui il te donne pour que tu lui redonnes. Il t'utilise. Exactement. Michel Platini, c'est quelqu'un qui utilise. Voilà. Donc, mais Giresse, c'est plus il doit la donner, il la donne. Et c'est vraiment un joueur fabuleux. Ouais. Et est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp des anciens de 86? Est-ce que vous êtes encore en contact? Non, mais moi déjà j'en vois un tous les jours. Déjà c'est bon. Ouais. Je vois Tussaud à Bordeaux. En fait, le monde du football, c'est un peu ça. On s'appelle pas, mais quand on se voit, c'est comme si c'était hier. D'accord. Hier. Il y a un retour à la quotidienneté hyper rapide. Mais oui, moi je me suis rendu compte qu'à Sochaux, j'ai fait 7 années. 7 années où je démarre, je suis un bébé. J'arrive, je pars, je suis un adolescent adulte. Et j'ai compris tout de suite la chose, c'est le dernier match, c'est fini, je le sais. Et je m'attendais à quelque chose. Je ne sais pas. Et en fait, les gens m'ont dit au revoir, bonnes vacances, ils sont partis. Et en fait, le quotidien, c'était leur quotidien, ça continuait pour eux. Et c'est là, je me dis, en fait, je pense que il y a des choses, si tu veux, il faut rien attendre, en fait. Il faut rien attendre. Et la relation qu'on a avec les joueurs, c'est un peu ça. On est content de se voir. Et puis, voilà. Mais il faut rien attendre de plus. Non. Parce que même moi, on m'a demandé, quand je voulais travailler, j'ai travaillé 5 ans au golf, le golf, au Qatar et aux Émirats. Quand j'ai voulu rentrer en France, Aimé Jacquet m'a aidé puisqu'il m'a donné un pôle espoir. Il fallait que dans les clubs pro, je mette comme quoi je m'engageais à pas prendre la place parce que les noms font tellement peur. Imaginez un gars qui est en fin de carrière, qui a 35 ans, 36 ans, et qui signe dans un club pro, l'entraîneur, il se dit, oh là là, danger. Parce que le président, il va dire, lui, c'est un ancien pro, il va faire le travail que peut-être à tort. L'entraîneur, le président pense ça. Donc c'est un peu un monde où tu es en permanence en train de regarder à droite à gauche si personne va te piquer ta place, si je comprends bien. Ouais, tout à fait, ouais. Après, bon, tu sais, quand tu arrives à un âge, non, maintenant, on y parle beaucoup moins. Je sais qu'on a déjà pris beaucoup de ton temps et vraiment, je te remercie de ta patience et de ta disponibilité. T'as posé beaucoup de questions, t'as été vraiment extra. Alors pour moi, encore une fois, mille merci Yannick, c'était très très intéressant, très très riche, avec beaucoup d'anecdotes. Moi je suis un fan d'anecdotes. C'est vraiment ma vie. Si j'avais un
un truc à faire, ce serait anecdote.com. Donc merci beaucoup pour merci beaucoup pour ça, parce que les anecdotes pour moi c'est d'une richesse incroyable. Donc merci Yannick. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes avec Olivier Dacour. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on remercie bien entendu les Tartan Rascals pour leur musique de générique Looking at You. Merci et à la semaine prochaine.